Bonjour et bienvenue sur le nouveau podcast Dragon Ball Cast. Et oui, je suis de retour, je n'étais pas là au numéro 50, quelle honte. Eh bien, un spécial podcast sur les jeux vidéo de nouveau, puisque nous allons parler d'une trilogie qui nous a tous marqués, à savoir les Budokai, alias Dragon Ball au Japon, puisque le nom Budokai est une invention européenne et peut-être américaine. Bon, on va en débattre en tout cas. Alors, j'ai avec moi le docteur Reishi. Bonsoir. Et ainsi que l'incroyable séducteur Gokujo. Bonsoir, ce 14 février. Et voilà, ce 14 février. Oui, nous enregistrons en pleine Saint-Valentin, donc quoi de mieux que de faire un podcast sur un jeu de combat, me direz-vous? L'amour violent, quoi. Oui, c'est l'amour destructeur, comme on dit. Ouais. N'en pensez pas moins. Et on va peut-être même parler de Zabon et de sa tenue dans Budokai 1. Donc, restez à l'écoute sur cette Saint-Valentin avec 2 semaines de retard. Je m'en excuse, mais voilà, on l'a enregistré un petit peu en avance ce podcast. Eh bien, écoutez, messieurs, donc le point news, je pense que l'actualité n'étant pas spécialement intéressante pour nous, ou en tout cas, le podcast, le chapitre de Dragon Ball Super sera sorti quand le podcast va sortir, donc bon, on sera un petit peu ridicule, donc voilà. On va passer directement au sujet du podcast. Eh bien, c'est parti. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Dragon Ball Budokai, les Budokai, ainsi que les jeux annexes, excusez-moi. Bon, écoutez, très bien, dans ce cas je vais vous le dire. Alors, les Budokai ont été réalisés par DIMS. DIMS, c'est une boîte qui a été créée par les anciens de SNK. SNK, c'est King of Fighters, Samurai Shodown, etc. Donc, ils ont créé donc leur propre boîte, les DIMS, la boîte DIMS, excusez-moi. Et nous arrivons donc au premier Dragon Ball Budokai. Et donc, ce Budokai a eu la grande particularité, c'est presque d'avoir relancé l'industrie de Dragon Ball. Au final, tout est parti de là, puisqu'il n'y avait pas eu de jeu entre Final Boot et de Dragon Ball Budokai. Écoutez, messieurs, je vous écoute. Je voulais revenir sur ce que tu disais, justement, c'était le truc qui m'était venu à l'esprit, j'étais plus certain. C'était selon moi, d'après ce que j'avais lu, vu tout ça, le truc qui a relancé un petit peu la licence Dragon Ball. Et notamment aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est avec ça que ça a explosé là-haut, de mémoire. Corrigez-moi après si je me trompe. Mais je crois que c'est avec ça que ça a explosé là-haut. C'est exactement ça, oui. C'est exactement ça. Les gens ont beaucoup marché. C'est pas tout à fait ça en fait, parce que oui, il y avait Budokai qui était en chantier, mais c'était surtout Legacy of Goku qui était mis en avant, enfin tout premier quoi. Donc t'avais Legacy of Goku qui était annoncé, et juste après, juste derrière, ils avaient annoncé un DBZ Fighter, enfin à l'époque le nom de code c'était Dragon Ball Z Fighters, avec un S et pas un Z. Titre qui a changé par la suite. Et, grosse anecdote. Et oui. Et donc c'est un jeu qui était très attendu à la fois par les Américains parce qu'ils étaient en pleine hype au niveau diffusion, etc. à la télé. Et puis nous on attendait parce que ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas eu de jeu à l'époque, que ce soit sur PS1 ou autre chose. Donc là sur PS2 c'était la nouvelle console en plus en 2002. Donc on t'annonce un jeu DBZ, tu dis oh là là super. Mais à l'époque on était quand même assez méfiant parce que c'était Atari. Oh oui. C'était Atari, donc Infogrames, qui t'annonçait ça, et tu disais, oh là, ça va être de la merde. Et finalement, non. Et on était super Et contents, ce qui est incroyable, je ne sais pas si vous vous rappelez de la presse de l'époque sur les jeux vidéo, mais moi, je me rappelle, j'étais abonné à Joypad à ce moment-là. Et Joypad, le jeu était passé dans la rubrique Zapping. Et c'était 6 sur 10 de la part de Julot. Et le jeu était sympa, mais pour lui, c'était bon, c'est un petit coup de cœur, mais voilà, a priori... Ça s'arrête là, quoi. Et aujourd'hui, on mesure à quel point ce jeu est devenu, entre guillemets, culte chez les fans de Dragon Ball. Waouh! Bon, moi, j'ai pas cette perspective, tout ça, parce que bon, j'avais 10-11 ans à l'époque, je crois, quand c'est sorti. Du coup, voilà. Et moi, je sortais de l'héritage de Goku, de Dr. H's qui parlait. Tu parles bien des jeux sur Game Boy, là. Game Boy Advance, oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Je sortais de là-dessus. D'ailleurs, j'aimais beaucoup. On pourra en parler ici ou ailleurs, un de ces quatre.
Et du coup, ensuite, on est passé sur console et j'avais un sentiment de liberté, le même que je ressens aujourd'hui sur DBZ Kakarot. Bah moi, je le sentais quand je voyais les Budokai, parce que forcément, quand tu passes d'un jeu comme l'héritage de Goku à un Budokai, tu te dis quand même, c'est bien. Puis sachant que dans le Budokai 1, tu retraces un petit peu toute l'histoire, enfin les cinématiques, tout ça, c'est vachement agréable. C'est un jeu assez complet pour l'époque. Et à l'époque, je me rappelle que c'était pas tout frais dans ma tête. Dragon Ball, j'avais vu un petit peu dans le désordre à 10-11 ans, j'étais pas... Voilà. Et du coup, bah, je prenais vachement beaucoup plus de plaisir à le faire. C'était vraiment kiffant. Alors qu'aujourd'hui, bon, les jeux, ils revisitent les scènes, t'es là. Des fois, tu clignes un peu des yeux, tu regardes ailleurs parce que tu connais les scènes par cœur, tu connais les dialogues par cœur. Mais pour l'époque, franchement, c'était vraiment kiffant. Voilà. Oui, tout à fait. En plus, donc dans ce jeu, il apportait un mode histoire quand même, qui était très fidèle, qui reprenait scène par scène tout ce qu'on avait dans l'animé. Il y avait aussi une mise en page, enfin une mise en scène des présentations des jeux, comme les épisodes. Hein. Donc Tout à fait. tu avais le prologue, tu avais ce qui se passait dans le jeu. Après, tu avais une espèce de pseudo générique. Oui, avec l'écran titre là. Oui, voilà. Pareil, c'était. Ouais. Et le teaser de l'épisode précédent aussi. Vraiment. C'était extrêmement fidèle et nous, fans de Dragon Ball, on n'avait pas du tout l'habitude de ça. Un mode histoire dans Dragon Ball, c'était un mode arcade. C'était une succession de combats et ça s'arrêtait là. Que ce soit à part Dragon Ball Hidei-Naru, peut-être sur Sega Saturn et PlayStation, très bien, effectivement. Mais la plupart, c'était le mode arcade de Shin Butoden, c'était le mode arcade sur... comment dire ça, sur l'appel du destin sur Mega Drive. Enfin, t'avais un petit mode histoire sur Butoden 2, c'est pour ça qu'il avait marqué à l'époque aussi. Bon, les jeux sur le Dr. Echi, bon, c'est un petit peu à part sur la Playdia, mais t'avais jamais eu ça. C'était une toute première fois de revivre le scénario de Dragon Ball avec une réalisation plutôt bonne. Je veux dire, par exemple, le cadrage, je suis désolé de prendre cet exemple-là, mais il m'a marqué forcément. Le cadrage où tu vois Nappa, tu vois la mort de Tenshinhan par Nappa, tu as deux cadres, du côté tu as Nappa, de l'autre côté tu as Tenshinhan qui s'effondre. C'était ingénieux, c'était très bien fait. Alors effectivement, graphiquement, ça vieillit, c'est peut-être devenu entre guillemets laid, mais on regardait pas forcément ça à l'époque. On regardait le dynamisme des scènes cinématiques. Et Dims, ils étaient coutumiers justement de faire justement des scènes, des cutscenes, mais vraiment très dynamiques. Et ça surprenait à l'époque. Nous, on n'était peut-être pas habitués à ça en fans de Dragon Ball. Et en ça, ils ont révolutionné quelque chose dans la licence de Dragon Ball. Oui, tout à fait. Hein. Et ce qui a été apporté aussi, bon, c'était aussi les voix japonaises. On était content de récupérer le doublage japonais dans les jeux. On était content de retrouver le mode histoire, etc. Et bien sûr, les personnages. On pouvait choisir. Il y avait énormément de personnages qu'on ne pouvait pas jouer à l'époque dans des jeux vidéo, comme Zarbon, comme Dodoria, etc. Alors Zabon, oui, il était effectivement que dans Ultimate Battle 22, mais auparavant dans un jeu de combat, enfin à part celui-ci, c'était une curiosité. Et je crois bien que c'est la première fois que Yamcha était un personnage jouable dans un jeu de combat. Aussi, Et moi j'étais fou, je veux dire, d'avoir Yamcha en personnage jouable. J'étais super heureux. Tenshinhan aussi, c'était inespéré d'avoir Tenshinhan et Zabon. Et rien que ces trois personnages-là, qui sont assez rares pour moi, en tout cas, à l'époque, ils étaient très rares. Rien que pour ça, le jeu, je l'attendais avec impatience. Il y avait combien? Une quarantaine de persos, non? Sans compter les il y avait une vingtaine, pas plus d'une vingtaine. Une vingtaine. Ah ouais? Une vingtaine, ça s'arrêtait à l'arc Cell, mais t'avais des personnages rares, t'avais le Dr. Gero, t'avais pas le numéro 19, mais t'avais le Dr. Gero, je crois. D'accord, moi je suis sur Budokai 3 dans ma tête. Il y avait le numéro 19, il me semble, mais ouais, non, justement, il y avait le numéro 19, mais il n'y avait pas le Dr. Gero. Le Dr. Gero, c'était le contraire, pardon. C'était dans le 2 qu'il apparaissait. Ouais, je me rappelle qu'il y avait une inversion, parce que comme tu voyais l'artwork des deux, c'est vrai que, ouais. Ah là 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 là. Mais c'est vrai que bon, aujourd'hui tu dis il y avait une vingtaine de personnages, mais ces personnages-là, déjà ils étaient très variés par rapport aux autres jeux. Ultimate Battle 22 avait un très bon casting, je dis pas, mais voilà quoi, c'était. Je préfère le casting de Budokai 1 par exemple, même si t'as moins de personnages.
En quelle année il est sorti ce jeu déjà? Alors, 2002. Budokai 1 est sorti en 2002. Le Ah, 29 d'accord, ah oui, novembre d'accord. 2002 sur PlayStation 2. 2002, donc Ah oui, juste non, avant d'accord. Noël. Voilà, J'étais encore et plus je jeune, l'avais moi. acheté. Et je me rappelle très bien de la jaquette française, parce que ils te mettaient des personnages qui n'étaient pas dans le jeu, genre Dabras, Popovic, et je trouvais ça un petit peu con, quoi. Oui, enfin, c'était des visuels AB style, on va dire. Ouais, Qu'ils Quel avaient Jack? dessus, quoi. Parce que moi je me rappelle juste d'un Goku. Ah, les petits persos Hmm. en petit. Oui, que tu avais en bas. derrière, en fond, enfin voilà. Alors, une donnée intéressante, c'est que Budokai, bah, c'est un truc qui a été renommé en Europe et aux États-Unis aussi, mais au Japon, c'est Dragon Ball Z et Dragon Ball Z2, Dragon Ball Z3, et voilà, c'est tout Mhm. simplement ça. Alors, l'autre Mhm. grande particularité des Budokai, et je crois que tout le monde a adoré ça à l'époque, c'est de pouvoir se transformer pendant le match. C'était un truc qu'on n'espérait plus quoi dans un jeu. C'était le rêve ultime quoi. Bon, manifestement c'était un rêve que pour moi. Oui. Ouais. C'était un rêve, comme tu dis. Mais après, la façon dont c'était géré, c'était peut-être pas forcément le rêve non plus, parce que ça dépendait de ce que tu avais en quantité d'énergie, etc. Donc, moi, je pense notamment à Gohan SSJ2, tu vois, il fallait vraiment que tu sois à fond, Ah oui, ça etc. c'est vrai. Pour garder sa transformation. Et par contre, ce qui était bien, c'est que quand justement ta barre de ki descendait au Oui. fur et à mesure et que tu te faisais taper et que tu arrivais au sol, et bah tu perdais ta transformation. Tu vois. Ouais. Moi j'adorais cet effet, j'avais l'impression d'être Goku face à numéro 19, tu sais, quand Goku est tellement fatigué qu'il n'est plus en Super Saiyan. Et ce côté-là, cet effet-là, je trouvais ça super réaliste et moi j'adorais en tout cas, j'étais fan quoi. Alors pour revenir un petit peu sur le mode histoire, euh, on avait une particularité dans ce jeu, c'est que comme on jouait beaucoup Goku, en fait on voyait une évolution au niveau de ses vêtements. Donc on avait à chaque fois des vêtements différents. Et par contre, quand tu jouais avec lui, par exemple en versus ou je sais pas quoi, tu pouvais pas forcément choisir sa tenue, il me semble. Oui, c'était très dommage. Et je crois qu'on avait le problème avec Vegeta et son épaulette sur Namek. Le Vegeta avec une seule épaulette, tu ne pouvais pas l'avoir en mode versus, je crois, également, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est possible. Parce qu'il me semble que sa version alternative, c'était quoi déjà? Il était en Batman, non? Oui aussi. Ouais, c'est ça, hein, il me semblait, ouais. Et tu avais une caractéristique aussi importante sur les personnages, c'est que tu avais des what if, de très bons what if, d'ailleurs on va peut-être y revenir tout à l'heure. Par exemple, Cell assimilait Kuririn, et dans ces what if, eh ben, ce Cell qui absorbe Kuririn n'est pas jouable, de même que les Cell Junior. Alors, les Cell Junior n'étaient pas jouables, ainsi que les Saibaman. il est jouable uniquement dans le mode histoire, en fait. Oui, exactement. Après, il me semble qu'il y a des codes action replay pour jouer avec lui. De mémoire. Ouais, c'est vrai qu'il y avait un truc qui était vendu, oui, pour les action replay et tout. C'est tout à fait pour Budokai, hein, je me rappelle bien. Parce que pour rechercher les capsules, pour justement personnaliser ton personnage, et oui, tu choisissais tes techniques. Et pour avoir la capsule Super Saiyan ou des trucs comme ça, c'était quelque chose, quoi. Bah, il fallait débloquer la capsule percée pour avoir toutes les techniques. Ouais. Et c'était vachement long, il fallait que tu remportes des tournois à l'infini. Ah, les tournois avec ça. Et même, t'avais des persos à débloquer aussi. Donc, t'en avais pas mal, évidemment. T'avais donc au fur et à mesure que tu finissais le mode histoire, donc tu débloquais des personnages. Mais en finissant les 3 difficultés du mode tournoi, tu débloquais 3 persos, il me semble. Alors, je ne sais plus lesquels c'était. Il y avait Mister Satan. Ah oui, il y avait Mister Satan. Non, il y avait que 2 persos alors qui te permettaient d'être débloqués. Il y avait Mister Satan et Grid Saiyaman. Ah, Grid Saiyaman était donc le deuxième. Oui. Donc c'était assez contradictoire vu que tu n'avais pas la saga Grid Saiyaman dedans, quoi. Mais on va parler d'un autre truc maintenant, ce qui concerne les versions en fait. La version française est différente de la version japonaise. Et qu'est-ce qu'il y a en plus, qu'est-ce qu'il y a en moins. Donc c'est intéressant d'en parler aussi. Donc s'il faut savoir, donc c'est sorti, je crois, en premier au Japon, il me semble. Au Japon, quand le jeu est sorti, on a 3 introductions en fait
lors du lancement du jeu. Donc on a le Shala et Shala version 1, on a le Shala et Shala version 2, donc avec Trunks, etc. Et on a bien sûr l'intro que nous on a eu en Europe, et c'est le seul truc qu'on a eu en Europe, quoi. Donc avec la musique, avec Gohan qui sort de la capsule de Nappa, etc. Donc ça c'est ce qu'on a eu. Alors j'ai une petite anecdote sur le Hedgehog, si tu me permets. Vas-y. Le Hedgehog, il s'avère qu'en fait, Atari, Bandai n'avait pas les droits, enfin Atari n'avait pas les droits pour le diffuser dans la version PAL. Ils l'ont fait et ils se sont fait taper des doigts en interne. Et c'est pas du tout passé, quoi, ça. Ah, ça, je savais pas. Ouais, c'était un incident. C'est quand j'avais demandé au community manager de Bandai, parce qu'on prenait souvent Budokai 1 en exemple. Regardez, vous avez mis Etchala dans le premier, pourquoi vous le faites pas dans les autres? Bah, en fait, on n'avait pas le droit de le faire et on l'a quand même fait. Voilà. D'accord. Et donc, il n'y avait pas que ça aussi, hein. Au Japon, on avait justement des passages non censurés, donc c'est-à-dire avec du sang. Les personnages avaient du sang, alors qu'en Europe, et alors je sais plus si aux États-Unis c'est le cas aussi, mais en Europe, nous on a eu des taches noires à la place du sang en fait. J'avoue que cet aspect ne m'avait pas marqué, mais d'accord. Alors c'est sûr Dommage. que quand tu joues à la version PAL, tu vas pas le remarquer, mais quand tu joues à la version Jap, tu fais ah ouais, c'est pas censuré et tout. Et il y a une particularité aussi, c'est que le jeu après il est ressorti sur GameCube, hein. Ouais. Donc la version GameCube, qu'est-ce qu'elle apportait en plus? Elle apportait le cel shading. Oh oui, si cher à Budokai 2 et 3. Donc le cel shading qui est arrivé sur GameCube en exclusivité, mais et la censure, et oui. Ah, je pensais que t'allais dire autre chose. Non, la version GameCube est censurée, donc on a les taches noires, on n'a pas, et même en japonais. Alors ça apportait aussi un troisième élement, c'était cette feature qui était née de Budokai 2 ou 3, je ne sais plus, c'est-à-dire cette espèce de papier feuille ciseau, c'est-à-dire que tu devais appuyer sur le bon bouton pour qu'une séquence se déclenche et tu avais 4 possibilités, et dans ces 4 possibilités, si ton adversaire appuyait sur genre triangle et toi aussi sur triangle, eh bien le coup s'annulait en fait. Ça, c'était dans le 3, ça, non? Oui, mais c'était repris sur le premier Budokai de la version GameCube. Ah, je me rappelais pas de ça. Ah oui, le gameplay avait évolué sur le premier sur GameCube. T'es sûr? Non. Ah, certain. J'ai un doute. En tout cas, ils avaient rajouté cette feature, il me semblait, ouais, sur Budokai 1. Parce que je l'ai fait il y a pas longtemps et je l'ai pas... Ah bon? Étonnant. Je me rappelle pas de ça. Bon, écoutez, en commentaire, ou n'hésitez pas à nous dire qui a raison. J'aurais fait de mon côté également. J'ai raison. Bon, allez, on va dire qu'il a raison que je dis une connerie. Allez, vendu. Allez. Ouais, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire sur le 1? Le gameplay déjà, le gameplay est très différent des Butoden, justement. On avait l'habitude des demi-cercles, des quarts de cercle et tout. Que nenni, abandonner tout ça. Ici, c'était carré, triangle, c'était un peu à la Tekken, quoi, en fait, les combos pour réaliser les super finishes, si je puis dire. Et c'est vrai que j'étais pas très bon au début au Budokai avec ça, parce que j'aimais déjà pas spécialement les Tekken, bon, à vie perso bien sûr, et du coup, oui, rien que ça, ça changeait pas mal la donne, oui. Oui, il fallait gérer un petit peu donc les combats en 3D, donc que ce soit en profondeur ou en 2D, enfin, c'est-à-dire du face-à-face. Au niveau du système de touches, donc on avait aussi une touche pour les poings, une touche pour les pieds, une touche pour les attaques de feu. Fighting 3, merci. Pardon. Et on avait une touche garde aussi. Plus une touche de projection et une touche d'éjection, je crois, hein, c'est ça? Si je me trompe pas. Oui, je crois. Et quand tu faisais la touche d'éjection au même moment, t'avais un entrechoc qui se mettait et puis tu tournais les joysticks à fond pour pouvoir gagner le duel. Est-ce que tu avais aussi des bras de fer de Kamehameha ou pas? Oui, tu l'avais déjà, oui. On l'avait déjà? Ouais, d'accord. Mais je crois que ce qui avait aussi déçu à l'époque, enfin moi en tout cas dans mon entourage, ce qui avait déçu, c'était qu'on ne pouvait pas voler où on voulait en fait. Les gens aimaient bien avoir cette petite liberté des Butoden, et je me rappelle qu'au début ça avait un peu déçu ça.
Après, les gens s'y sont fait. Après tout, c'était un jeu de combat pur et dur. Et j'ai connu beaucoup de hardcore gamers qui ont adoré les Budokai et les suites parce que justement, eh ben, c'est Dragon Ball, c'est un jeu de combat et un jeu de combat un peu plus classique. Mais en tant que jeu de combat classique, le jeu était très bon. Et c'est ce que beaucoup sont de cette école des Budokai parce que voilà, pour eux, c'est comme ça que doit être un jeu de combat à la Dragon Ball. Oui, et alors c'était pas la seule déception, rappelle-toi. Au niveau des personnages, t'avais Frieza et Cell, où tu pouvais pas justement avoir les transformations alternatives en fait. Oui, c'est vrai, on passait de la première forme à la dernière, oui. Ouais. Exactement. Alors, si je me rappelle d'une chose sur Cell, bon, évidemment, avec Dragon Ball Heroes, ça a évolué, c'est ce que je veux dire, mais il me semble que c'est l'une des rares fois où tu avais le Cell musclé qui combattait le Gohan en Super Saiyan 2, c'est-à-dire quand Cell est en train de péter le plomb. Bon, bien sûr, c'était pas un Cell entre guillemets géant et tout, mais tu voyais que dans son apparence, il était beaucoup plus musclé que sa silhouette normale, et ça, j'aimais beaucoup d'ailleurs. Voilà. Il y avait énormément de fidélité Ah oui, complètement. dans ce jeu, quoi. Et puis, franchement, c'était le kiff, parce qu'en plus, faut se rappeler que c'était en 2002. Donc, tout ce qui était DVD, tout ça, c'était pas sorti chez nous. Donc, tu pouvais revivre l'aventure des BZ en jeu, sans remater la série ni quoi que ce soit. Et ça, c'était trop bon, quoi, à l'époque. Ça n'avait pas de vie, pas de prix, pardon. C'est lapsus. Oui. Bref, le premier, vous le voyez, bah, il nous a beaucoup marqué, en tous les cas, pour ce qu'il a apporté. Je suis sûr qu'il a apporté plein de... Ah, si. Ah, Mizumi va nous en vouloir si on n'en parle pas. Les artworks de Budokai 1, de Dragon Ball Z 1, appelez-le comme vous voulez. Alors, honnêtement, j'ai fait pas mal de jeux Dragon Ball, quand même. Mais je pense que de tous les jeux Dragon Ball que j'ai fait jusqu'à présent, de 90 à 2020... Je pense qu'il y a les meilleurs artworks au monde sur Dragon Ball, et bien c'est bien dans ce premier Budokai. Je trouve que les artworks sont magnifiques. Les artworks des personnages en espèce de caricature mi-SD, mi-miniature, je trouve ces artworks exquis, et on n'a jamais fait plus beau pour moi depuis. Bah déjà, il y avait tout l'habillage du jeu qui était énorme. Ouais. Mais aussi la jaquette japonaise, avec le Goku Super Saiyan et tout. Je sais plus c'est qui avait fait ce dessin. C'était Yamamuro ou Nakatsu, je sais plus. Je ne sais pas, peut-être. Izumi, si tu es là. Ouais, t'écoutes. T'écoutes. Enfin, il est super beau quoi, ce Goku. Ouais. C'est vrai que la cover japonaise, tu fais bien de le rappeler, elle est très belle, tout à fait. Donc voilà, enfin moi en tous les cas, le gameplay, bon voilà, il y avait un mode avec les Saibeiman, il me semblait, où tu devais pas tous les tuer avec Yamcha, quelque chose comme ça. Je sais qu'il y avait un bonus avec les Saibeiman, mais j'ai oublié Il y malheureusement. avait un mode. Non, il y avait le mode Mister Satan. C'était à Mister Satan de tous les buter, les Cell Junior, c'est ça? C'était la légende de Mister Satan. Oui, c'est ça en fait que tu débloquais. Ah oui, quand tu terminais le championnat en difficulté facile, tu débloquais la légende de Mister Satan, il me semble. Ensuite, quand tu le terminais en médium, tu débloquais Mister Satan. Et quand tu le finissais en hard, tu débloquais Grid Saiyaman en fait. Heureusement que t'es là, bravo. Il me semble. Moi je dis. Et moi j'avais une technique, je vais vous la donner. Si jamais Yamcha, vas-y. Si vous voulez terminer le mode tournoi en difficile assez facilement. Parle-nous de Yamcha. Le perso le plus craqué, c'est Yamcha. Voilà. Et oui les filles, écoutez-le, c'est vrai ce qu'il dit. Alors tu prends Yamcha, tu lui attribues un Zenzu et tu fais la technique du loup à l'infini, tout en te mettant au dos du ring out. Et normalement c'est bon. Et voilà. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, dans Dragon Ball Super, Yamcha est réhabilité parce qu'on sait tous qu'il est craqué. Non, blague à part, en plus, dans Fighter, avec les tournois récents où Yamcha est joué à haut niveau, non, personnellement, c'est un personnage Yamcha qui a souvent été fun dans les jeux de combat, et ce Budokai 1 ne le prouve que trop bien. Bah écoutez, Goku Joe, tu veux peut-être rajouter quelque chose sur le premier Budokai ? Au final, j'avais assez peu de choses à dire parce que, ouais, en fait, j'étais encore plus jeune que ça. Je me rappelle, c'est le Budokai 1. Et j'ai joué un petit peu au mode histoire. Et le truc, moi,
c'était un petit peu genre dans l'aventure. Tu t'avais comme des sortes de... Par exemple, pour l'exemple, vu que comme ça illustre bien, pour le Makenko Sapo de Piccolo sur Raditz, fallait essayer de bouger et mettre sur une jauge, en fait, en sorte de mini-jeu. Je sais pas si vous vous Oui, rappelez. j'étais nul à ce mini-jeu, je me rappelle très bien, oui. Ouais, Oui. bah, c'était pas si facile, hein. Ah, il a jamais été facile. Et ça, c'était des trucs, par exemple, qu'il n'y avait pas dans les autres, si je dis pas de bêtises. Non, t'as totalement... C'était un truc Alors, le assez seul jeu qui me novateur, quoi. revienne, qui se rapproche de près à ça, c'était le jeu sur Game Boy où tu avais un mini-jeu où avec t'avais deux Doria qui te lançaient des missiles et tu devais les esquiver avec Kuririn et Gohan. Et c'est le seul jeu entre guillemets amusant ou sympa que je me rappelle Dragon Ball, mais sinon c'était vraiment c'était pas ça. Ouais, voilà. Voilà. Bah écoutez, très Pas très bien. grand-chose. Et bah écoutez, on va passer à Dragon Ball Z2, alias Dragon Ball Budokai 2, avec son mode histoire qui a fait beaucoup parler à l'époque, qui avait beaucoup déçu. Il n'y avait Et pas que je ça crois qui avait déçu. à Je crois me l'époque. souvenir d'un tweet très intéressant du Dr Reishi il y a pas longtemps sur Dragon Ball Kakaroto à ce sujet. Et bah écoutez, bah déjà, qu'est-ce que vous aviez pensé vous de Budokai 2 à l'époque? Alors moi, je me souviens, c'était en 2003 quand ils avaient balancé, tu sais, les premiers trailers. T'avais le trailer de Budokai 2 qu'on attendait parce que voilà, le 1 c'était la folie, on avait fini à fond, on avait retourné dans tous les sens, etc. Et il t'annonce un 2, là tu te dis ah là ça y est c'est bon, il y a la saga Boo, ça va être énorme, etc. Et en parallèle t'avais parce qu'il développait aussi sur le Game Boy Advance l'héritage de Goku 2, et donc t'avais un trailer qui présentait les deux jeux euh, dans la même vidéo, quoi. Donc tu voyais ça, t'étais comme un fou. Et juste après, il t'annonçait encore un truc, il t'annonçait bientôt aussi DBZ de Taiketsu arrive bientôt aussi. Mais juste un écran, hein, tu voyais pas d'image du jeu. Et ça, tu disais, ah, c'est quoi ce jeu? Ah, ça peut peut-être être intéressant. Sauf qu'à l'époque, on savait pas que ça allait être une grosse quenelle. Bien évidemment. Alors, DBZ2, ou DBZ Budokai 2, hein, comme vous voulez, c'est un jeu très attendu en 2003, et pour cause, parce que donc Majin Vegeta, Majin Buu, toute la saga Buu, on l'attendait. Et puis le premier Budokai c'était extrêmement bien vendu, ça, il n'y a pas à Oui, dire. c'est très bien vendu, et en plus, l'une des features qui était en ajout par rapport à la première version, c'était aussi le cel shading. Donc on découvrait une refonte graphique par rapport au premier jeu, donc ça paraissait plus fidèle, ça donnait un aspect beaucoup plus animé au niveau du jeu. Et puis c'est vrai que c'était quand même assez à la mode, hein, depuis Fear Effect à cette époque-là, d'avoir du cel shading dans les jeux. Et ouais, non, un jeu très attendu. En plus, alors on va revenir sur les déceptions rapidement. Donc au niveau de ce trailer, quand ça a été balancé, etc., sur le net, parce que c'était déjà sur Internet à l'époque. Hein. Bon, il n'y avait peut-être pas YouTube, etc., mais il y avait déjà les vidéos qui étaient sur les sites, Il y etc. avait les prémices d'Internet, tout le monde l'avait oui. pas, mais ça commençait à y aller. Et donc dans cette vidéo, donc on a le trailer de Budokai 2 qui tourne et tout, tu vois Majin Buu, tu vois Goku SSJ 1 ou 2, je sais plus. Et tu vois Piccolo qui envoie son Genki, je sais plus quoi là, ce qu'il dit là, et il le dit en japonais. Et là tu fais c'est trop bon, ils ont continué machin truc et tout. Et puis le jeu il sort. Et là t'as les voix en US. Et là tu fais qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour mettre les voix en Jap? C'est où? C'est où dans les options? Je me rappelais même plus de ça, mais oui, il y avait plus les voix japonaises. Non, il n'y avait pas les voix japonaises. Oui, parce il était pas ressorti. Ah non, c'était Budokai 3 qui était ressorti avec les voix japonaises. Et en fait, on a appris plus tard que c'était pour la version GameCube une exclusivité d'avoir les voix japonaises. Donc la version GameCube est la seule version où il y a les voix japonaises. Et par contre, il n'y a pas les voix US du tout, donc tu peux pas choisir entre les deux. T'as que les voix japonaises dessus. C'est pas juste une option, quoi. C'est vraiment l'exclusivité, quoi. Oh putain, les salopards. Les salauds, voilà. Oh putain, c'est horrible. Donc voilà. Parce que c'est vrai que les voix de. Comment il s'appelle? Sébastien Sabat, la voix de Vegeta, là. Je me rappelle. Christopher Sabat. Christopher Sabat, putain. Hey Goku! Hey, come on! Oh
Putain, je détestais le doublage américain. Je crois qu'on a tous détesté le doublage américain à l'intermédiaire par l'intermédiaire des Budokai à l'époque. Et je crois qu'on a tous haï par extension. Il y avait une sorte de haine avec les fans américains. Ah, ils ont Dragon Ball GT, ils ont rien compris, gna gna gna. Et avec les jeux Budokai et avec ces voix impossibles, enfin en tout cas, moi je déteste cette voix, après les goûts et les couleurs, hein. Je pense que ouais, il y a eu déjà ce sentiment de haine qui commençait à arriver chez les fans européens. Bah déjà, oui, parce que nous on était habitués au doublage japonais, parce qu'on avait déjà eu les jeux sur PlayStation avec les doublages japonais, etc. Même sur Super NES, c'était les seiyuu japonais qui faisaient les voix. Hein. Et d'un seul coup, on t'amène ce jeu avec les voix US, tu fais baiser, non, t'en veux pas? Non, je veux pas de ça. Et je pense qu'ils sont prêts à un retour du bâton rapidement. De la part des fans, ils ont dû recevoir des courriers, des appels téléphoniques, etc. Ils ont dû se faire harceler tellement les gens ils étaient déçus quoi. Mais c'était pas la seule chose qui a déçu dans le jeu quoi. Ah bah oui. La deuxième chose qui a déçu dans le jeu, évidemment, bah peut-être Goku de jeu, tu te rappelles de ça toi, c'est le mode histoire. Le mode histoire, ouais, je me rappelle avec les pions. Ah, le Mario Party déguisé, comme diraient certaines personnes. Bah bizarrement, bah après c'est normal quoi. J'étais super jeune, moi franchement je kiffais. Donc après je peux comprendre si on se remet dans le contexte tout ça et qu'il y avait des attentes, ça a pu décevoir. Mais comme quoi vous voyez quand vous avez pas d'attente particulière, bah c'est un petit kiff. Hein. Par contre je me rappelle la difficulté de Majin Buu Junsui là, cet enfoiré. Il était vachement dur. Alors justement, c'est super bien que tu en parles de Majin Buu, le Majin Buu pur, alias le Kid Buu chez 90% des fans. C'est ça, en fait, c'est à cause de Budokai 2 qu'on a que cette idée est intervenue que le dernier Majin Buu était forcément le plus puissant. Parce qu'il était tellement cheaté dans le jeu, tellement chiant à vaincre, et bah que les gens se sont dit, ah bah c'est forcément le plus fort des Majin Buu en fin de compte quoi. Et tout est venu de là. Vu que les Budokai c'était un petit peu l'instrument de la hype et de la démocratisation, en gros aux States, Dragon Ball, eux ils ont vu ça et après bah, les débats Buuan entre guillemets, Kid Buu et une grosse connerie qui est arrivée 10 ans après chez nous pour faire des dramas tout ça. Bon après. Génialissime. Voilà. Eh bien, tu as raison. Eh bien, alors moi, pour être totalement franc, ce mode histoire, eh ben, je l'ai pas détesté au début. Je l'ai pas détesté parce que, bah déjà, comme je le disais tout à l'heure, mais j'aime bien Mario Party, moi. Et le côté de bouger par case et tout, et ce qui sera repris plus ou moins sur PSP, je crois, bah, je détestais pas. Alors, effectivement, ça me faisait chier pour les cinématiques. Et ce qui me faisait le plus chier, par contre, c'était la partie avec Freezer. Parce qu'en fait, ça n'avait plus rien à voir. Avec la partie Freezer, pourquoi est-ce qu'il y a l'armée du ruban rouge, là, enfin, le décor et tout. Tu disais, mais ça n'a rien à voir, quoi. Là, ils sont partis en what the fuck avec la partie Freezer. Je ne l'ai jamais compris. Mais, quitte à... Ouais, finalement, je me disais, pourquoi pas. C'était un trip, c'était un délire. Et finalement, ça m'a pas autant dérangé, mais je comprends largement les déceptions. Je comprends la déception, ça oui. Ah oui, non, c'était vachement décevant en fait, parce que tu t'attendais vraiment à avoir quelque chose similaire au 1, et on te met ce jeu. Après, bon, c'était pas si mauvais que ça, parce que t'avais quand même des what if, enfin tu t'avais quand même des variations, il y avait quand même une gestion du plateau à avoir, parce que tu pouvais avoir, enfin tu sais, tu devais choisir déjà ton personnage, et tu avais certaines scènes qui s'activaient selon les personnages que tu avais, ou ce que tu avais consommé comme ki ou je sais plus quoi sur le plateau, et ça faisait évoluer ton histoire en fait. Je sais que par exemple pour accéder à Majin Vegeta, t'avais certains trucs à faire sur le plateau de Babidi, etc. quoi. Tu pouvais pas tomber forcément dessus. Quoi, donc il y avait une certaine profondeur quand même. Ouais, t'avais des choix à faire, voilà. Et donc on va attaquer aussi la partie différence entre japonaise et européenne. Est-ce qu'on peut juste parler, juste avant pour le jeu, là, comme ça, parler quand même des fusions? Oui, les fusions, les persos inédits, tout ça. Ah là 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 là, quel fantasme ce jeu a réalisé! Nous avions donc la fusion de Tenshin Han et Yamcha, Yaman! Une fusion qui a énormément marqué. Nous avions la fusion entre Goku et Mister Satan, je crois, si je dis pas de bêtises.
Oui, il y avait ça, oui. Il y avait Majin Buu qui pouvait assimiler plusieurs personnages random en cours de combat. Il pouvait assimiler Tenshinhan, il pouvait assimiler Freezer, il pouvait assimiler Cell. Et c'était incroyable ça. Et ce qui était amusant, c'est que tu ne savais pas qui est-ce qu'il allait assimiler à chaque fois. Et ce qui rendait, pour moi, ça m'amusait beaucoup. Je pense que peut-être qu'il y a des gens qui ont été frustrés de se dire ah non, je veux pas fusionner avec lui, je veux quelqu'un d'autre. Mais c'était superbe, un rajout excellent pour ma part. Ouais, ça c'était pas mal. Par contre, le défaut, c'est que c'était aléatoire, comme tu Oui, dis. c'est ce que je viens de dire, ouais, c'est aléatoire. Et je comprends que ça peut décevoir, ouais. Alors, il me semble que du 2 au 3, en fait, ça dépend. T'as pas les mêmes personnages qui sont absorbés. Il me semble que dans une version, tu peux absorber Vegeta aussi. Et bien sûr, t'as Gohan Ultimate, etc. Et Gotenks, et puis je sais plus après. J'ai oublié. Ah, j'ai oublié aussi, je dois le reconnaître. Mais en tout cas, ce genre de petit bonus et tout. Oui, pardon, Kokucho. Oh non, finis ta phrase, après je rebondis. Je disais, non, c'est juste pour dire qu'en tout cas, ça m'avait beaucoup amusé, ces petits rajouts. Et aujourd'hui encore, quand je m'avance un peu à plus tard, je suis désolé, mais quand le jeu est ressorti en compilation sur PlayStation 3 avec Budokai 1 et Budokai 3 et pas le 2, beaucoup ont été très déçus et beaucoup se sont manifestés pour dire que malgré les défauts de Budokai 2, enfin, ce que nous on juge comme défauts, parce que pour eux ce ne sont pas des défauts, et ben ça restait quand même le Budokai favori de beaucoup de personnes. Et pourquoi Budokai 2 n'était pas sur la compilation entre la compilation PlayStation 3 là, tout simplement parce que Bandai a très mal protégé ces jeux en matière générale, mais ce jeu en particulier. Et c'est-à-dire que ce jeu, Budokai 2, eh ben, il appartient à encore un infogramme, si je puis dire. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à négocier, malheureusement, enfin à trouver un arrangement intéressant. Et c'est pour ça que Budokai 2 n'était pas ressorti avec la compilation. Tout simplement parce que Bandai Namco avait très mal protégé ces jeux à l'époque d'Atari. Voilà. Ouais, c'est Atari, c'est pas Infogrames. Atari, excusez-moi, désolé, oui. Ouais. Donc s'il n'y a pas le 2, c'est parce que Atari possède les droits et ne veut pas diffuser son jeu, apparemment. Et juste, ce qu'on peut évoquer avant d'aller sur les différences français-japonais, moi, ce qui m'a marqué, personnellement, c'est l'intro du jeu, à partir de ce Budokai. Je l'ai trouvée excellente. Elle est mythique maintenant. Celle-ci, puis celle du suivant, elles sont complètement énormes. Kageyama, il a fait un travail incroyable. Et les scènes sont sympas aussi. Le 3, je le préfère au 2, un petit peu, peut-être. Moi, dans le 2, je retiens... Ouais, dans le 2, je retiens surtout le début, quand tous les guerriers Z ils sont sur le front, c'est très dynamique en fait. Dès le début, t'as Yamcha, Tenshinhan, Gohan, Krillin, Piccolo comme ça qui se mettent en position. T'as un plan sympathique avec Goku avec des couleurs chaudes dans les airs qui volent avec des oiseaux à un moment. C'est sympa, t'as 2-3 trucs comme ça. Sinon, moi je retiens aussi les couleurs de cheveux de Vegeta, c'est intéressant. Ça tire vers le brun un petit peu, comme parfois sur les illustrations. Et on avait ça aussi, il me semble, dans les artworks du Budokai 1, je crois, la sélection des personnages. Et les Budokai faisaient vraiment bien ça, cette distinction des... Justement, on ne le faisait pas vraiment les cheveux noirs, comme on le voit trop souvent. Mais vraiment une couleur qui semblait de sa couleur naturelle, en vrai. Bon, après, voilà, c'est un détail. Et ouais, l'opening, moi, je me rappelle, je mettais le son à fond. C'était incroyable, je le regardais en boucle, c'était génial, c'était qu'on avait la chance encore d'avoir de l'exclusivité Kageyama à chaque fois, des nouvelles musiques de dingue, quoi, de manière régulière, c'était fou, quoi. Je suis totalement d'accord. Moi, avec mon meilleur ami de l'époque, je me rappelle, on jouait chez lui jusqu'à des heures incroyables, très tard. Lui, il prenait toujours... comment il s'appelle ? Il prenait toujours Jinyu et moi je prenais toujours Tenshinhan. Oui, son pseudo en plus sur internet c'était Jinyu et moi voilà, c'est forcément Tenshinhan. Et c'était un jeu d'une efficacité rare et déjà graphiquement il était très beau. Il y avait une belle avancée par rapport à Budokai 1, donc le cel shading c'était merveilleux sur du Dragon Ball. Enfin moi en tout cas je trouve que c'est un rendu exceptionnel en tout cas là-dessus. Et il était assez tactique. Franchement, les nouvelles features, je pense que c'est avec le 2 qui est arrivé, donc le pierre, papier, feuille, ciseaux, enfin le jeune Ken là qui est arrivé. Et c'était très intéressant, enfin un peu chiant quand tu l'apprenais sans cesse que tu avais des joueurs qui faisaient que ça. Mais voilà, ça reste quand même un très bon souvenir pour moi.
Et au niveau gameplay, c'était vachement bien amélioré. Donc voilà, c'était vraiment un très très bon jeu. Voilà, pardon, Dr. Hachi, on peut... Moi, je vais juste revenir sur l'intro, parce qu'il y a des choses à dire dessus. Donc, comme tu disais, Kageyama s'est défoncé dessus, etc. Bah, c'est un petit peu normal. Il est parti aux États-Unis exprès pour enregistrer la musique, hein, donc avec des musiciens sur place, etc. D'ailleurs, t'as un clip hein, que tu peux voir sur YouTube, le clip directement de la chanson, où tu le vois dans les rues, etc., en train de chanter. Et la deuxième chose que je veux dire sur l'intro, eh bien, c'est que bah on a la chance d'avoir notre ami Genki, hein, n'est-ce pas? Genki, si tu le vois, salut. C'est qui, ça? Genki, c'est qui possède le storyboard de l'intro du jeu PS2, donc du 2. Ah, c'est vrai. Et dans cette intro, eh ben, y a un petit truc inédit, enfin dans ce storyboard. Oh, quelque chose qui n'apparaissait pas. Quelque chose qui n'apparaissait pas à la fin de cette intro, eh ben, c'est Olong qui était prévu et qui devait demander une... Olong devait demander une culotte. Ah oui, je me dis en tant que personnage, bordel. Voilà, dans l'intro. Et c'était dans le storyboard. Les Américains, ils auraient pas apprécié. Non, ça aurait jamais pu mettre de culotte. Ça aurait pas fait. Eh oui, ils auraient mis des billets à la place. Mais en tout cas, oui, je me joins à vous, c'est que pour moi, c'est mon introduction favorite d'un jeu Dragon Ball. Je sais qu'à chaque fois, on dit toujours « Ah là 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 là, cette intro, c'est la meilleure, c'est la meilleure ». Et puis à chaque fois, le temps me donne raison en me disant que les introductions des Budokai, en tout cas 2 et 3, elles sont restées dans le cœur des fans et je pense qu'elles ne seront pas détrônées avant un bon moment. Alors après, elles étaient bien, mais elles n'étaient pas parfaites, parce qu'il y a quand même des problèmes de coloration au niveau de certains vêtements. Moi, je me rappelle justement des chaussettes de Goten que tu voyais, qui étaient blanches, le dé bleu. T'avais quelques petits ratés comme ça au niveau des dessins. Pareil, il y avait un plan de Cell, c'est quand il se retourne, où il est vraiment, vraiment, vraiment moche, quoi. Et après, voilà, c'est l'ère numérique qui a voulu ça, hein. C'était peut-être pas encore maîtrisé, mais dans l'ensemble, ça faisait quand même le taf, quoi. C'est vrai. Et donc, sur la censure, monsieur Dr. Hachi, on vous a coupé depuis tout à l'heure et on s'en excuse. Que voulez-vous dire? Alors, c'est pas vraiment une censure, c'est plutôt les différences entre les versions. Donc, donc ce qu'il faut savoir, donc c'est sorti au Japon, on est d'accord. Et au Japon, dans la version de base, écoutez-moi bien, les gens, parce que je vous ai vu des fois sur internet, vous dites un petit peu n'importe quoi. Donc, sur la version japonaise, il y avait un niveau supplémentaire de base qui était avec le seigneur Onyo et Nekomajin. Ah, mais là, attention, tu parles de la version, la V2, là, de Budokai. Non, japonaise. Et tout le monde fait l'erreur. Tout le monde, ouais, c'est dans V2. Non, c'est dans la version japonaise. Non. Dans la version japonaise de base, tu l'as, ça. Et tout le monde la version se dit, japonaise de dans base. la version japonaise, tu l'as. Oh, mais alors, la version V2, qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est les vêtements déchirés de Goku, c'est quoi la version V2? Donc, là, on va être obligé d'en parler puisque tu en parles. Donc la version V2, on va le détailler aussi, et je vais te donner tous les détails que tu veux entendre. Bien sûr. Cet homme est génial. Et oui. Donc, on se régale sur ce podcast. Donc la version européenne, on a eu les voix US. Au Japon, tu as les voix Jap, bien sûr. Dans la version GameCube, tu as les voix Jap. Et je crois que c'était une des seuls trucs que tu avais de toute façon. Et ce que tu avais au Japon, c'est que tu avais le dernier stage avec le seigneur Onyo, avec Nekomajin. Donc c'était le stage secret, je sais plus comment. C'est celui-là que tu avais juste après Majin Buu. Et ce qui est sorti après, au Japon, c'était une version limitée qui s'appelle la version Dragon Ball Z 2V. Oui. V pour V-Jump en fait, parce que c'est une édition spéciale pour le V-Jump. Qui vaut très très cher aujourd'hui. Alors à l'époque, il y a une dizaine d'années, ouais, peut-être même une quinzaine d'années, c'était aux alentours de 150 €. Maintenant ça a dû peut-être monter un petit peu. x10. Non, peut-être pas x10, peut-être maximum 250 €, tu peux en trouver un quoi. C'est vrai? Oh. Vite, Dragon Ball. C'est pas excessif, hein, tu peux en Comment trouver. s'appelle déjà exactement le jeu? Dragon Ball Z 2V.
Donc c'était une version qui était limitée à 2000 exemplaires. J'insiste sur le 2000 parce qu'il y a certains Américains qui insistent sur le fait que ça soit 1000 exemplaires. Non, c'est complètement faux, c'est 2000 exemplaires. Et donc dans cette version, tu avais des personnages en plus, enfin des personnages. Tu avais des skins de personnages en plus. Donc tu avais le jeu qui était full débloqué. Donc tu avais tous les personnages débloqués de base. Donc tu n'avais pas de gestion de carte mémoire, tu n'avais pas de sauvegarde, tu n'avais pas besoin d'avoir de sauvegarde avec tous les persos débloqués. Tu mettais ton jeu, tout était débloqué, tu pouvais faire l'histoire, mais par contre je crois que tu pouvais pas sauvegarder ton histoire. Il y avait un petit délire comme ça. Et donc dans ces personnages, tu avais Kula, voilà, c'était ça, c'est vrai. Kula qui était présent, et bien sûr Metal Kula, parce que tu pouvais mettre dans tes capsules le vaisseau de Frieza. Et quand tu mettais le vaisseau de Frieza sur Kula, bah tu avais Metal Kula qui apparaissait. Et donc tu avais un stage qui était différent, donc le stage du Tenkaichi Budokai, qui avait un skin V-Jump à la place. Et bien sûr, dans tous les persos que tu avais en plus, il me semble que tu avais un costume pour Goku en plus, avec les vêtements déchirés. Oui, ça je me rappelle. Et Piccolo avec les épaulettes, là, avec sa cape, là, que tu avais en plus. Alors il est dans les 170 € le jeu sur eBay, voilà. Ouais, bah, c'est un bon prix, hein. Il n'est pas tellement augmenté, quoi. D'accord. Et tu avais aussi toutes les versions Majin, en fait. C'est-à-dire tu avais celle Majin, celle possédée par Babidi, tu avais Freezer possédé par Babidi, qui c'est qu'il y avait d'autres encore. Enfin, tu avais toutes ces versions Majin qui étaient génial. Et bien sûr, tu avais le stage secret avec le Seigneur Onyo et Neko Majin qui étaient dedans. Et beaucoup pensent que c'était uniquement dans cette version, alors que non, c'est dans la version japonaise aussi. Je sais parce que j'ai eu la version japonaise en premier, avant d'avoir le 2V. Et quand j'étais un ignare avant ce podcast, mais un abruti fini. Voilà, grâce à ce podcast, merci. Mais c'est vrai que beaucoup ne sont pas au courant de ces petits détails-là. Eh bien, beaucoup vont l'être maintenant. Voilà. Ah, je vais acheter la version Jap, vite. Ah non, mais c'est incroyable. Ah bah bravo, bah super anecdote. Alors là, je suis impressionné. Bon bah écoutez, Gokujo, que dire? Que dire après ça? Eh ben, pas grand-chose. Merci. Non, franchement, non. Hein, mis à part mes quelques souvenirs comme ça, j'étais pas trop encore sur les éléments techniques du jeu, honnêtement. Voilà. Bon, très bien. Alors sur le jeu, il y avait quand même une évolution au niveau du gameplay. Parce que autant dans le 1, il fallait faire des combinaisons pour pouvoir faire une Kamehameha. Genre c'était point, et puis il y avait 4 fois point plus énergie, et ça te faisait un Kamehameha. Là, la flèche, c'est ça? Là, à partir du 2, tu avais la flèche plus énergie, et ça te faisait une technique, quoi. C'était déjà un peu mieux, quoi. Ok, c'est à partir du 2, je savais plus ça. Oui, c'est à partir du 2. Ouais. Comme quoi, Budokai 2, donc c'est un jeu polémique, c'est-à-dire qu'il y en a qui adorent, il y en a qui l'ont vraiment détesté pour ce mode histoire, façon Mario Party, puzzle et tout, et pour peut-être la difficulté des derniers stages, notamment le Majin Buu pur à la fin. Malgré tout, voilà, c'est un jeu qui divise. C'est pas un mauvais jeu, je trouve qu'il a apporté d'excellentes choses, en plus de son opening, ses combats et tout. Mais voilà, donc c'est difficile de le jauger vraiment. Quoi qu'il en soit, la presse française, parce que je me rappelle un petit peu de ça, commençait à comprendre l'engouement des jeux Budokai en France, et c'est à partir de ce jeu où tu as eu pas mal de tests de 4 pages et tout pour te dire attention, Budokai sort. Il a été plus ou moins bien apprécié en France par certains tests, mais voilà quoi. Et je vais revenir aussi sur les personnages. Donc dans cette version, tu avais le Dr Hiro aussi, hein, bien sûr. Et tu n'avais pas de numéro 19. Et Zabon et Dodoria avaient disparu. C'est possible. Oui, ils disparaissent. Ils ne apparaissent que dans Budokai 1 en fait. D'accord. Ouais, et j'étais très déçu aussi. Forcément, ça m'avait marqué. Donc ouais, un très bon jeu, de très bons artworks également aussi quand même. Beaucoup moins bien que le premier, mais ils étaient sympatoches en tous les cas.
Quoique, non, je dis des bêtises. Ah non, attends. Le truc en forme de cercle, non, c'est Budokai 3, ça, la section avec un cercle. Non, c'est dans le 2. C'était dans le 3, c'était pareil alors aussi? Ouais, c'était pareil, le character select. Ouais, Ouais, c'est pareil, c'est un Ouais, cercle. j'aimais pas trop ça, pardon. J'ai rien dit. je dis une Ouais, c'était bêtise. moins bien, ouais. Ouais, c'était nettement moins bien. Mais ce qui était bien, c'est que tu pouvais voir les costumes que tu allais faire porter à ton personnage. Oui, enfin, si tu voulais un costume, tu tapais sur haut ou bas. Et puis Ouais, tu pouvais, voilà, tu visualisais. Ça, c'était bien. Les Sparkings sont toujours passés à côté, mais en même temps, il y avait tellement de costumes que, bon, voilà. Après, aussi, ce que tu pouvais faire dans l'écran de sélection, pour accéder plus rapidement à un personnage, tu avais un bouton, c'était R1, qui te permettait de bouger le cercle plus rapidement. C'est vrai. Et autre particularité, Bravo, dans la monsieur. version PS2, Régalez-nous. que tu n'as pas dans la version GameCube, dans la version PS2, tu as un code qui te permet de débloquer toutes les capsules. Oh, un code sans action replay. Sans l'action replay, en fait, tu avais un code qu'il fallait que tu fasses dans le menu des capsules, c'est quand tu vas voir Lunch. D'accord. Et alors c'est avec les 4 boutons du haut, plus une flèche, je crois, je sais plus exactement. Enfin, vous allez regarder dans GameFAQs ou des trucs comme ça, vous allez avoir l'astuce. Et en fait, je sais pas si c'est vraiment un code ou si c'était un bug, mais ça a été découvert super tôt. Je veux dire, ça a été découvert à la sortie du jeu en fait. Et donc tu avais cette astuce qui te permettait de faire évoluer le pourcentage de capsules que tu possédais en fait. Et en fait, il y avait une petite manipulation à faire. Donc les 4 touches, tu devais rentrer, ressortir plusieurs fois de suite en faisant ce code. Et surtout, ce que tu devais faire, tu devais sauvegarder. Donc pour sauvegarder ton taux de capsule, il fallait que tu achètes une capsule, donc une capsule au pif, quoi. Donc il fallait quand même que tu aies un petit peu d'argent. Et à partir du moment où tu arrives à 100%, tu fais ça, tu achètes une capsule au pif, tu sauvegardes et t'as toutes les capsules, tous les persos, tous les machins, tout ce que tu veux, quoi. T'as pas besoin de t'embêter. C'est top. Et par contre, ça, tu ne l'as pas dans la version GameCube. Les salauds, ils ont compris. Oui. Ils ont tout compris, ces salopards. Et bah voilà, c'est beau. C'est beau, tout ça. Qu'est-ce que je peux dire sur Budokai 2? Bah que moi j'ai passé des heures incroyables sur ce jeu en tous les cas, et malgré ce qu'on peut dire, malgré ce que beaucoup peuvent lui reprocher, bah c'est quand même un jeu que j'ai beaucoup aimé, voilà. Bon, voilà. Et même s'il était super dur en mode histoire. Voulez-vous qu'on passe au troisième? Oui, on peut passer au troisième. Eh bien voilà, alors Budokai 3 est arrivé, alias Dragon Ball Z 3. Et alors là, je me rappelle qu'il y avait un booklet spécial dans le Joypad. Ah oui, c'était le jeu le plus attendu de la fin d'année. Vous vous rendez compte qu'on est passé d'une sorte de zapping à un jeu. Oh là là, vivement qu'il sorte, vivement qu'il sorte. Honnêtement, on était tous fous parce que le casting de Budokai 3, alors certes, il va être entre guillemets ridiculisé par les Sparkings juste après. C'est un jeu qui nous rendait fous. Déjà, on avait le Shibigoku. C'était un peu le retour de Shibigoku. On avait plein de personnages qui revenaient, qui étaient incroyables. On avait le retour de Broly. Ça y est, enfin, ils l'ont mis. Et depuis Budokai 3, Broly sera là dans tous les jeux. C'est à se demander pourquoi il n'était pas dans Ultimate Battle 22, dans Final Boot, dans plein de jeux. Pourquoi ils ne l'ont pas compris plus tôt, mais voilà, quoi qu'il en soit, Broly sera toujours là. Donc son mode histoire était totalement hilarant, puisque Broly, vous le savez qu'il n'a pas beaucoup de phrases. Donc dans Budokai 3, c'est moi avec des potes, on n'arrêtait pas de se marrer. Ça, boule de cristal, tiens, prends Broly. Ah, cacarotte. Tiens, prends la boule de cristal. Enfin, on se marrait avec des potes. On n'arrêtait pas de détourner. Je suis sûr que s'il y aurait eu un Dragon Ball abrégé, grosse pensée au projet d'ailleurs, qui va disparaître, Dragon Ball abrégé, mais sur les jeux vidéo, avec le Snout Broly, mais il était à mourir de rire. Donc voilà, moi, voilà pour ma petite première impression, mon premier jet, je vous laisse. Alors, moi, je vais en parler un petit peu. Donc, les premières images qu'on a eues de DBZ 3, enfin Budokai 3, moi, ce que j'avais vu à l'époque, c'était la petite rubrique que tu avais dans Game One. Donc tu avais JA, tu avais etc. Et donc justement c'était JA qui présentait le. Ouais, tu avais Julien Chiez aussi, je crois. Julien Chiez, t'avais tout ça qui présentait justement la petite vidéo. Oh, et donc tu avais alors je sais plus si tu voyais Broly directement ou pas, mais il me semble que tu voyais Gogeta.
c'est vrai. Et la feature qui était mise en avant, c'était la téléportation en fait. Tu pouvais te téléporter après les projections pour récupérer l'adversaire derrière, etc. Et ça, c'était le truc qui était mis en avant dans ce 3 en fait. Et donc, comme tu dis, il y a eu des ajouts de personnages comme Broly, comme Badak, etc. Et justement, encore Game One. Game One avait fait un reportage chez Oh oui, je me rappelle très bien de ça, d'avoir chez eu sur YouTube. Spike. Je l'ai toujours hein, sur mon autre PC. Hein. Oh, ça peut être intéressant pour illustrer le podcast. Ah, je vais essayer de te le retrouver alors. Et donc dans ce reportage, donc ils allaient chez, je sais plus si c'est chez Dims ou chez, ouais c'est chez Dims. Ah oui, c'était chez Dims. C'était chez Dims. Et en fait ils t'expliquent comment ils ont fait Broly quoi. Et ils te disent ah Broly c'était un calvaire, c'était chiant à animer, c'était super dur et tout. En plus le personnage il est gros etc. quoi. C'est peut-être pour ça qu'il n'était pas dans les autres. Oui c'était clairement pour ça quoi. C'était une limitation technique. Ah c'est très intéressant ça. Et ouais, ils ont galéré pour Broly quoi. Et moi je me souviens de ce truc là en effet ouais. Et donc Budokai 3 au niveau de son mode histoire quand même il récupère enfin il redore un petit peu le blason de ce qu'avait fait DBZ2. Donc un mode histoire qui est assez innovant j'ai envie de dire. Parce que tu peux te balader assez librement sur la map, etc. Tu dois aller d'un point A à un point B pour aller retrouver un ennemi. Tu peux en cours de route choper des items, de l'argent ou des trucs comme ça. C'était un petit mode sympa. Et en plus, tu pouvais jouer tous les persos quasiment dans ce mode histoire. Alors, je suis pas totalement d'accord avec ça. Moi, je ne dirais pas que c'était un mode sympa, je dirais que c'était un mode ultra sympa. Le mode histoire de Budokai 3, déjà, il y avait plein de secrets. Parce que tu avais plein d'interactions. Si t'allais sur le point là, machin, d'accord. Mais si je continue sur la carte, peut-être que je vais trouver une cutscene cachée, quoi. Un combat caché qui va me permettre de débloquer Metal Cooler ou d'autres personnages. Et c'était génial. Et je me rappelle qu'il y avait un combat caché avec le scénario de Yamcha, où habituellement son dernier combat c'était face à Tenshinhan dans le Tenkaichi Budokai. Eh bien, tu pouvais affronter Vegeta. Je n'ai jamais réussi à faire ce combat bonus entre guillemets, mais les interactions c'était fou. Et puis tu étais sur la carte de Dragon Ball. Tu pouvais aller un petit peu où tu veux sur la carte, et c'était un truc de malade. Et je pense que c'est l'un de mes modes histoire favoris. Et je suis content que dans Neo Sparking, alias Tenkaichi 2, il se soit inspiré de ça pour un résultat un petit peu moins bien, mais qui était très bien aussi. Et oui, pour moi, je pense que Budokai 3, en termes de mode histoire, c'est l'un de mes favoris. Mais clairement, oui, parce qu'il était quand même assez complet et ça reprenait vraiment la trame de l'histoire, etc. Et puis, ouais, comme tu dis, il y avait des choix alternatifs. Hein. Je me rappelle justement pour les fusions, t'avais vraiment des choix à sélectionner. Comme tu disais, Kula, si tu ratais le truc, bah tu pouvais pas le débloquer parce que ça se passait sur Namek et il y avait un point rouge qui apparaissait. Il y avait 2 points rouges, tout à fait. L'un sur Freezer, l'un sur Cooler, exactement. Et tu avais un autre truc, c'était avant d'affronter Majin Buu avec la fusion pour avoir Vegito. Tu pouvais aller ailleurs sur la carte et je crois que tu as affronté Broly ou un autre personnage. Et c'est comme ça que tu le débloquais. Enfin, il y avait plein de secrets et c'était fait pour les fans. Et c'était génial, ça. Tu voulais dire quelque chose, Kujo? Oui, c'était juste pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant. Moi, c'était personnellement ma meilleure expérience et mes meilleurs souvenirs en tant que jeu vidéo Dragon Ball. Et mode histoire compris. Vous parliez des espèces de combats secrets, ça c'était incroyable. Et pour revenir sur Broly, il me semble, je suis presque sûr que pour le débloquer c'était aussi un truc secret. Et je sais qu'il fallait suivre le mode histoire, quelque chose dans le genre. Et j'avais été sur un autre point complètement par hasard. Et là d'un coup, Broly apparaît. Alors voilà, j'étais jeune, 10-11 ans, ça y est, j'arrive finalement sur mes 10-11 ans. J'arrive. Je vois Broly, je me dis c'est incroyable. Le combat débute et là, pour revenir sur ce que Dr. Heichi disait, il était énorme. Il prenait tout l'écran en hauteur limite. Et j'étais complètement impressionné.
J'étais impressionné, je me rappelle, et ça c'est un souvenir, je pense, qui disparaîtra jamais. C'était vraiment, C'est vrai c'était que fascinant. Broly, il a la carrure d'un boss, même sans le vouloir, quoi. Totalement, et quand tu le frappais, c'était compliqué quand même, tu vois. Lui, il était là avec ses gros bras, je veux dire, c'était, enfin bref, il avait vraiment son gameplay à lui, c'était vraiment une bête, c'était vraiment quelque chose, tu t'en rappelles, quoi. Et c'était à l'époque où j'ai commencé à avoir un internet, je me rappelle, avec ce jeu. Je venais d'avoir internet et on venait d'avoir une imprimante et j'avais épuisé tout le paquet de feuilles pour télécharger des astuces Dragon Ball Budokai 3. Je me Oh là rappelle. là là là. Et pour voir tous les combats secrets, toutes les conneries comme ça. Et je passais des heures là-dessus avec un de mes meilleurs amis qui venait aussi. On jouait à des duels, on faisait des duels tous les jours. Je pense que c'est le jeu où j'avais pris le plus gros niveau. Je pense que c'est le jeu en termes d'heures auquel j'ai le plus joué dans ma vie. Niveau duel comme ça, c'était impressionnant. Et d'ailleurs, j'ai un souvenir, un vague souvenir, ben, ça tombe bien que vous êtes là, vous allez pouvoir m'éclairer là-dessus. Je crois que quand tu terminais le jeu, avec tous les personnages, l'aventure, tu débloquais le vaisseau de Babidi, non? Dr. Aishi ou... Le vaisseau de Babidi? C'est-à-dire? Tu débloquais un truc, j'ai ce souvenir et ça me perturbe parce que je C'est pas cherchais Metal l'autre jour. Freezer qui était débloqué avec une capsule bien spéciale, non? Il y avait pas un truc comme ça. Peut-être. En fait, t'arrivais dans un mode où t'avais plein de personnages jusqu'au niveau 100. C'était que de l'arcade. Et fallait que tu les oui, battes. oui, C'est le ça y Dragon est. Ball Arena, ça. Oui, Qu'est-ce je que me c'est que rappelle. ça, bordel? C'est Je l'armée le du cherche, ruban je te rouge. jure, plein de fois et j'arrive plus à retrouver c'est quoi. C'est l'armée du ruban rouge, c'est le... Tu es avec le général Red. D'accord, ok. Et je me rappelle plus, en mais- fait, c'était un mode qui te permettait de débloquer certains personnages en plus. Ok, mais je crois qu'il fallait terminer le mode aventure avec tous les personnages pour débloquer ça. C'est possible, ouais, c'est possible. Oui, et puis t'avais un autre mode où t'avais des niveaux de personnages, genre. Parce qu'il y avait aussi des personnages de Dragon Ball GT. Donc t'avais Lee Shenlong, lui aussi. Ishinron. Lee Shenron, oui, pour ceux qui parlent bien japonais, pas comme moi. Et c'était un excellent personnage et très puissant. Il était très puissant dans le jeu, beaucoup plus que Broly selon moi. Mais c'était un super personnage. T'avais un artwork quand tu finissais le jeu avec tous les personnages derrière qui était juste splendide, quoi. Donc ce jeu, moi pour ma part, j'étais aussi très bon à ce jeu à l'époque. J'avais un très bon niveau et je jouais Trunks du futur évidemment. Et ouais, je me débrouillais pas mal avec son épée là. J'aimais beaucoup Trunks. C'est vrai que Ishinlon avait aussi un très très bon niveau dans le jeu, notamment dans ce mode spécial dont on vient de parler là, quand t'arrivais jusqu'au niveau 100 et qu'il y avait lui, c'était pas facile. Et moi je sais que justement Dragon Ball GT était à l'honneur avec ce jeu, parce que Son Goku Super Saiyan 4 c'était quelque chose, avec son Kamehameha Ah, c'est vrai. 10 là. On détestait C'est- tous le Super Saiyan 4 chez mes amis à l'époque, mais par contre, on était obligé d'avoir un recours au Super Saiyan 4 parce qu'il était tellement puissant et Mais ça totalement. nous emmerdait parce qu'on l'aimait pas à l'époque, mais voilà. Mais totalement. Et l'intro du jeu présentait bien ça. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'était un petit peu les personnages en fait qui vendaient le jeu, puisqu'à la fin ça terminait là-dessus un petit peu. Gogeta versus Broly. Ouais, aussi. Ouais, Duel oui, un- oui. Non, probable. C'était pas Gogeta, c'était mais- Goku SSJ4. Et Ishinlon. Non. Le jeu, c'est dans lequel c'est dans Budokai 3 où t'as à la fin Gogeta qui fait face à Goku, à Broly, pardon. Non, c'est pas Gogeta. Oui, oui, non, Gogeta, si c'est au tu début. l'as. Si, à la fin de l'animation de l'opening, tu as Gogeta versus Broly. Non, Mhm. c'est Goku SSJ4 que tu as. Ouais, moi je vois ça qui va au duel face à Ishinlon. Dans ma tête, j'ai ça. Le dernier personnage que tu vois. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a Gogeta qui apparaît à un moment. C'est juste avant, je crois, Gogeta Ouais, c'est face à Broly. c'est au milieu, ouais. Il lui fait le Kamehameha en pleine face, quoi. C'est exactement ça, c'est de ça dont je parle, tout à fait. Ah, Ouais, d'accord. ouais. Bah, C'est de ça dont je parle. Et cette animation-là, Broly versus Gogeta, eh bien, ça amplifie tous les débats de Broly. Ah non, regardez, il fait face à Gogeta, il est donc incroyablement fort. Et on a eu pendant des décennies des débats sur la potentiel de Broly. Alors, je suis désolé si vous nous écoutez que vous adorez débattre sur les forces de combat et notamment celles de Broly. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas des masses. Bon, je suis désolé, voilà, c'est que mon avis. Ouais, le prenez pas mal. Mais quoi qu'il en soit, ouais, moi, c'est vrai que j'adore cette intro, mais c'est vrai que ce qui a entraîné avec les débats Broly derrière, ça me faisait un peu chier, quoi.
Bah, cette intro, visuellement, elle est magnifique. T'avais Ah oui, DB, pas le contraire. Ah, je remets absolument pas en cause ceci, bien sûr. t'avais DB Animators qui avait fait une vidéo un petit peu décryptage des animateurs clés dessus et du superviseur. Bah, la scène dont tu parlais là, il me semble, c'était de Yamamuro, le Gogeta Broly. Et moi, ma scène préférée, je me rappelle, parce que ça allait aussi, c'était synchro avec l'image était synchro avec la musique de Kageyama, le Goku et Frieza qui se mettent un coup de coude 3 fois d'affilée, comme ça, je me rappelle. C'est une scène de Kazuya. Ouais, c'est fight, 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 je crois. Ouais, c'est ça, tu vois, ça vient tout de suite. Ouais. C'était une scène de Kazuya Isada il me semble. Pour ceux qui veulent savoir, c'est celui qui a fait par exemple le Kikoho de Tenshin Han dans Dragon Ball Z. Le Kikoho a un bras face à Nappa. Ah, s'il vous plaît. Ou Goku et Gohan dans la salle de l'esprit et du temps avec le feu autour, tout ça. Ouais, un excellent animateur qui œuvre sur One Piece, qui fait encore des très bons trucs sur One Piece et qui a fait aussi quelque chose de bien sur Super Dragon Ball Heroes. Mais pour dire, il y avait que des gens compétents, quoi. Il y avait lui, il y avait Shida, il me semble. Bon, Shida, on va pas le présenter. Et Shimanuki, quoi. Que des gens voilà, sur qui tu peux compter, quoi, qui peuvent te sauver à eux bon, seuls un ils ont le épisode. shit pour dénicher à chaque fois les meilleurs talents de la Toei Animation. Ça, Ouais, c'est totalement, clair. ouais. C'était. Non, franchement, c'était un très très bel opening. Et puis, la musique, c'était dans la continuité du 2. Souvent, dans les débats, tu vois, il y en a, ils préfèrent le 2, il y en a le 3. J'ai envie de dire les deux, je les aime aimant. J'ai peut-être une petite préférence pour le 3, comme je disais avant, mais Oui. les deux sont géniaux, personnellement. Bah, c'est vrai que Budokai 3 nous a beaucoup marqué. Et par contre, il y avait des personnages qui n'étaient pas tous très intéressants. Je me rappelle de Oob. Je sais pas si vous vous rappelez de Oob, qui s'était infernal à jouer. Il avait juste qu'un seul coup. Oui, Et- c'est un cri, il me semble. Oui, Non, c'était juste le ouais. cri. Bah oui, en même temps, on Oui. ne sait rien dans les coups de C'est- Oob. Et c'est vrai que ce personnage, le mode histoire, tu fais putain, je vais jouer tout le mode histoire. Alors, ce qui était bien avec le mode histoire, avec chacun des personnages, c'est que voilà, t'avais pas autant de combats quand t'avais que 3 combats parce que le personnage ne faisait pas grand chose. Bah, c'était le cas, et puis voilà, ça s'arrêtait là. Donc, Oob, t'avais pas énormément de combats. Mais par contre, ça me faisait un petit quelque chose d'avoir Goku versus Oob à la fin du jeu. Tu fais ah, et puis avec la petite musique sympa de Yamamoto, oui, on n'a pas parlé des musiques, mais c'était excellente aussi, de Kenji Yamamoto, c'est ça? À chaque fois, j'ai peur Ouais, de c'est ça. de Ouais, décrocher c'est ça. son nom, avec la musique tin, 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 Mhm. tin, 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 tin. Et franchement, la musique, elle avait une peps, une pêche Non, ça, c'est incroyable, quoi. l'opening, ça. Oui, mais il y avait la version instrumentale dans le jeu. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Et du coup, tu l'entendais souvent. Et c'était une excellente musique. Enfin bon, bref, les musiques Oh non, il a du fait jeu- des trucs très bons. Hein. Ah La oui. musique Challenger, par exemple, super connue. Ou le thème sur Namek, ou... Non, il a fait des super musiques. Mais Franchement. voilà. Donc t'avais des personnages qui n'étaient du jamais vu. T'avais Kaioshin dans Budokai 3 par exemple. C'était une de. Il était dans les Butoden 3, il était dans Ultimate Battleman 2, mais il faisait son grand retour, si je puis dire. T'avais Dabra. Dabra qui était un personnage rare ici, mais lui aussi il était très intéressant à jouer. T'avais donc les Majin Buu, le Majin Buu gros, le Super Buu, t'avais le Majin Buu original, donc t'avais Cooler qui est magnifique, Cooler, mais la création, le modèle du personnage dans le jeu, enfin, pour moi, c'est une superbe création. Et c'est avec ce jeu-là où je me suis rendu compte, putain, mais c'est l'un des plus beaux visuellement méchants des films pour moi, Couleur. Je le kiffe d'une force. T'avais numéro 17, il était déjà dans Budokai 2, peut-être, je pense, numéro 17. Mais voilà, donc t'avais un très bon casting. Et évidemment, comme je le disais tout à l'heure, tu avais le petit Goku enfant et c'était très sympa de l'avoir. Et puis même le gameplay était très nerveux, je trouve. C'était vraiment... On sentait une amélioration constante au fil des années. Et je sais plus si c'était le cas pour les autres, mais est-ce qu'il y avait les décors destructibles avant, à ce point comme ça? Ah, je excellente crois pas. question. Non, je crois pas. En fait, c'est vraiment apparu dans le 3. Tu pouvais décrire vraiment les décors avec les Ouais, ouais. grosses super attaques et tout. Ouais, machin, jusqu'à la Terre, quoi. Ouais, Vraiment. ouais, t'avais le décor et puis après t'avais, bah non, plus rien. La petite animation, ouais, non. Ouais, C'est vrai que ces génial. interactions faisaient beaucoup penser à Hyperdimension sur Super Famicom et c'était pas mal. Ouais. Bah ouais, enfin c'est ça. En fait, ça faisait vraiment penser à ce que tu avais, par exemple, sur Namek où t'as Namek qui commence à se détruire, etc. Tu vois, là c'était un peu pareil, quoi.
tu avais ton Non. décor, par exemple, tu étais chez la maison de Goku, Broly il te balançait une super boule de feu là qui détruit tout, et puis après, hop, bah, y a plus de maison, y a plus rien. Mhm. Puis t'avais même le dinosaure du générique que tu voyais, je crois qu'il donnait un coup de queue ou quelque chose comme ça, ouais. Ouais, ça faisait partie des projections en fait. Ah oui, pardon, oui. Enfin des projections, quand tu projetais, tu sais, alors, c'était pas vraiment une shop, hein. C'était vraiment la projection, tu donnais un coup qui projetait ton adversaire. Quand tu le faisais dans certains bords Dans un coin, ouais. dans un coin du décor, et bah ça activait le dinosaure en fait. Mhm. Et tu Mais avais t'avais une poursuite après. Oui, t'avais une poursuite et t'avais plusieurs interactions comme ça. Mais ça, tu l'avais déjà dans le 2, hein. Oui, Ok. on avait oublié de le dire, tout à fait. Oui. Ça, tu l'avais déjà dans le 2. Très bien, très bien. Alors moi, je voudrais revenir un petit peu là-dessus, sur ce que vous avez dit, etc. au début. Quand ce jeu est sorti, donc c'était bien sûr le début d'Internet, enfin, début d'Internet, c'est pas vraiment les débuts, mais il y a eu les débuts sur Internet. Juste pour moi. Il y a eu les débuts sur Internet de cet aspect communauté qui est apparu. Et je me rappelle, moi, quand le jeu est sorti, on était tous sur l'Union Sacrée à l'époque. Et justement encore Game One. Game One avait organisé à l'époque un tournoi sur Budokai 3. Et il y avait un certain Fabrice qui avait gagné. Fabrice justement de l'Union Sacrée. Et ça je me rappellerai toujours. Parce que tu pouvais parler avec lui et puis te donner un petit peu des détails sur les coulisses de Game One, etc. Comment ça s'est passé, etc. Parce apparemment il avait l'habitude de gagner les tournois de Game One. Et donc bah c'était quand même sympa sur l'Union Sacrée parce que tout le monde s'échangeait les astuces. Comment débloquer les personnages, etc. Eh oui, moi je prends tel personnage, il est plus fort, il a cette attaque, etc. Et puis pour faire les projections ou pour faire la super attaque, il faut que tu actives le machin truc rouge et tout avec la touche R2. Enfin, ça s'échangeait pas mal d'astuces. Et c'est vraiment je pense que c'est à partir de cet épisode-là sur PS2 où il y a vraiment l'aspect communautaire qui a commencé à vraiment à se développer et on a commencé à échanger des astuces, etc. pour débloquer les personnages comme Kula, etc. Et voilà, tu retrouvais des fans. Bon, c'était bête parce que tu pouvais pas jouer avec eux en ligne, mais voilà, quelque part tu jouais avec eux, quoi. Moi, c'était exactement ça. Moi, j'étais team Gamecult, donc j'étais beaucoup sur les forums de Gamecult à ce moment-là. Après, je me suis mis sur le forum d'Atari, du coup, c'est par là que j'ai rencontré Trivax, justement. Et c'était très sympa, effectivement. On avait une belle communauté de joueurs. Et puis, tu avais beaucoup de fan artistes, que ce soit Trivax ou d'autres personnes, qui commençaient à se dire, ah bah tiens, quel personnage je pourrais rajouter dans le prochain Budokai 4? Et c'était très intéressant. Et du coup, t'avais une belle communauté, quoi. C'était pas spécialement de rageux parce que comme il n'y avait rien eu d'autre de Dragon Ball, c'était vraiment nouveau, donc il n'y avait pas encore la guerre Sparking versus Budokai. Bah du coup, c'était parfait, quoi. C'était vraiment du très très bon. Et effectivement, les astuces et tout pour s'aider, avec tous les secrets qu'il y avait dans les Budokai 3 en plus, oui, t'avais vraiment de quoi faire. Alors, on va aborder un autre sujet qui concerne aussi les différentes versions. Dans la version japonaise, tu as les voix japonaises. Dans la version européenne, tu as les voix US. Française. Tu as les voix US encore. Tu l'attendais pas celle-ci. Mais attention, nous allons bientôt avoir une V2. Et donc, quand le jeu est sorti, au tout début, c'était en 2004, ça doit être encore en novembre 2004, le jeu a encore les voix US. Les fans sont encore déçus et ils sont pas contents. Ils sont vraiment pas contents. Pas contents. Et en tant que fan, tu dis ils ont pas compris ou quoi? On leur dit on veut pas des voix US, donc vous virez ça, quoi. Et heureusement, Bandai Atari a réagi et ont sorti une deuxième version. Qui a pris de la valeur maintenant, j'ai l'impression. Oui, sûrement, oui. Qui s'appelle la version Collector Edition. Et c'est vrai que j'ai pas parlé de ça. Dans la version japonaise, tu avais trois persos. Tu avais 3 costumes bonus
fallait rentrer un code spécial dans les mots de passe, etc. Enfin, c'était des phrases en japonais qu'il fallait rentrer dans le menu mot de passe pour pouvoir débloquer ces 3 costumes. Donc tu avais Piccolo avec ses épaulettes, il me semble. Tu avais un Goku avec les vêtements déchirés aussi. Et tu avais Trunks en armure de Saiyan Vegeta avec son épée. Avec les cheveux longs. Ah, avec les cheveux longs. Avec les cheveux longs. Ah oui, parce que l'époque Saiyan avec son armure, il me semble qu'il y était déjà, moi. Ou alors c'est mes souvenirs qui me font défaut. Non, en fait, tu avais vraiment ce costume. Je sais plus c'était quoi son deuxième costume à Trunks. Je crois que c'était peut-être en Marcel. D'accord. Voilà, donc il y a une deuxième version pâle qui est sortie. Alors je sais pas si c'est sorti aussi aux US, mais en Europe on a eu ça. On a une deuxième version avec les voix US. Enfin, ils ont compris. Et donc tu avais ces 3 personnages qui étaient aussi inclus dedans. Donc tous les bonus Jap étaient inclus dedans, quoi. Donc ils ont revu leur copie et ils ont quand même réagi, quoi. On était contents. Malheureusement, je n'ai pas acheté ce jeu. Pourquoi? Eh bien, le premier Sparking, le premier Tenkaichi. Donc, ouais, pour moi, c'était malheureusement un peu trop tard. Et c'est dommage car je ne l'ai jamais acheté du coup. Bah moi, j'avais acheté la version Jap, donc aucun intérêt d'avoir la version collector. Donc, aucun intérêt, je vous confirme. Waouh! Et bien voilà pour Budokai 3. Je pense qu'on a un peu tout dit. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter On peut juste revenir très rapidement sur la jaquette. On n'était pas vraiment gâtés. Je trouve personnellement. Ah oui, la jaquette avec Super Ah oui, Goku Saiyan avec 4. Goku, Saiyan 4, et je crois il y avait Broly et je sais plus qui. C'était même pas dessiné, c'est un petit peu style jeu vidéo. Par contre, la jaquette de Budokai 2 en française, elle était très belle. En française, alors. Oui. Alors, C'était comment Végéto, déjà Goku Vegeta à droite et à gauche, et t'avais Majin Buu au fond. Punaise, j'ai un trou. Ah bah regardez sur Google Images, vous verrez. Moi, je la trouve très belle cette jaquette en tout cas. Je sais plus, je me rappelle de la japonaise. La japonaise est magnifique. Ouais. Mais pour une fois, la française était pas mal. C'était quoi déjà la jaquette japonaise du 3? Je me rappelle plus. C'était Super Saiyan 3 Goku, je crois, avec Gogeta, non? Non, le 3, faire c'était un affrontement Goku-Vegeta. Ah, je confonds avec le 3, oui, avec beaucoup d'effets. C'était pas terrible comparé à la jaquette du 1 et du 2 d'ailleurs. Une jaquette orangée, ouais, je me rappelle. Oui, c'était ça, ouais. Et il y avait des versions alternatives où tu avais Gogeta SSJ4 avec le dernier dragon là derrière. En fond. Il y avait plusieurs jaquettes alternatives. Ouais. Ah oui, d'accord, c'est bon, je me rappelle celle que disait Charnel. Ouais. Oui, elle était sympa, c'est vrai. Non, la Budokai 2, c'était l'une des rares belles jaquettes françaises, entre guillemets, quoi. C'est vrai. En tout cas, à l'époque, puisqu'elle s'était refaite. Après, avec les Tenkaichi, ça va évoluer, puis maintenant, on a les mêmes jaquettes pour tout le monde, donc voilà. Ça a tellement pris d'ampleur maintenant, Dragon Ball, que oui, c'est plus la même chose. Eh bien, voilà. Bah écoutez, voilà messieurs, sur Budokai 3, bah, on va peut-être parler de la suite. Et oui, il y a une suite. Et qu'est-ce que c'est que la suite? C'est quoi? C'est Infinite World? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est Infinite World qui est sorti bien plus tard, parce que il me semble que c'est sorti quand Sparky Meteor était disponible, il me semble. Exactement. Peut-être juste après Super Dragon Ball Z, c'est le jeu d'arcade là. Je m'en rappelle plus. Moi je le confesse, c'est vrai que j'ai boudé Infinite World. Pourquoi? Parce que voilà, il y avait en fait le gameplay des Budokai ne me correspondait plus et j'étais resté maintenant sur les Sparking. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, oui, c'est Sparking qui me correspond le plus. Mais du coup, j'avais fait l'impasse pour Infinite World. Mais pourtant, il y avait des mini-jeux très sympas. Mais pareil, je pense que les Infinite World, ils ont un petit peu souffert de ça, et du coup, totalement. ils sont un petit peu passés à la trappe. Que ce soit Super Dragon Ball de Ban Presto, ou que ce soit Infinite World, effectivement, ils ont souffert après la comparaison avec les Tenkaichi.
Oui, étant donné que c'est sorti un petit peu tardivement. Ouais, Mais c'est dommage parce que c'était vraiment la version ultime des Budokai, hein. ouais. Que ce soit mode histoire ou les mini-jeux, comme tu dis. C'est ce qu'on Pareil dit souvent. au niveau des castings des personnages, t'avais encore des personnages ajoutés comme Paikuan, comme qui c'est qu'il y avait d'autres, je sais plus. Enfin, t'avais encore des personnages ajoutés. Le mode histoire, t'avais le retour un petit peu comme Budokai 1 des cinématiques. Euh, que tu trouvais dedans, etc. En plus, je me rappelle, l'ending était sympa parce que tu avais le petit robot Giru qui marchait et tout sur le générique de Kageyama. Donc c'est dommage, hein, c'est un jeu qui a été boudé, mais qui n'est pas si mauvais que ça en fait. Ah non, maintenant il a été très bien réhabilité d'ailleurs par les fans de Budokai maintenant. Et maintenant tu as beaucoup de vidéos sur Infinite World justement de Budokai sur son gameplay, sur plein de choses. Tout à fait. Ouais. Ouais. Et si je me rappelle bien, il y avait quelques features qui étaient améliorées par rapport au 3. Je crois que c'est au niveau des fusions, il me semble, que c'était mieux géré. Je sais plus, je me rappelle plus, j'ai pas tous les détails d'Infinite World parce que j'ai vraiment très peu joué à ce jeu, mais j'ai bien accroché, hein, j'ai bien aimé. Moi je me rappelle qu'il y avait des mini-jeux, je crois, sur la route du serpent notamment, et je comprenais que dalle quoi. Oui, alors bien sûr tu jouais Goku et tu devais parcourir la route du serpent. Donc pendant la route du serpent, t'avais des checkpoints à parcourir et tu devais aussi, tu pouvais choper certains objets, etc. quoi. Donc c'était sympa. Bon, après c'était quand même assez court par rapport à la dimension que normalement fait la route du serpent, on est d'accord. Et après, t'avais d'autres mini-jeux comme le Kiko de Tenchinan que tu pouvais faire contre Cell. Ouais. Qu'est-ce que tu avais d'autre encore? J'avais pas été jusque là malheureusement. Ouais. Je crois qu'il y avait 4 mini-jeux, hein, il me semble. Comme ça, t'avais ça, t'avais Tenchinan. Il y en avait 2 autres encore, j'ai oublié. Je sais plus. Voilà. Mais ouais, c'est pas un si mauvais jeu. Si jamais vous avez l'occasion de le choper à pas cher, Disons que ouais, dans les jeux de combat, c'est un peu le King of Fighter 98 des Budokai. C'est vraiment un jeu où voilà, t'avais un peu le best-of, t'avais un peu quasi tous les personnages. Bon, je crois que Zabon et Dodoria étaient toujours absents, mais dans l'ensemble, voilà, t'avais vraiment un très bon casting et puis t'avais vraiment quelques petites améliorations sur le gameplay, sur les personnages aussi. Donc non, ça valait le coup. Peut-être que ça reviendra à la mode, hein, qui sait, parce que j'ai vu une news il y a récemment là, comme quoi la PS5, les jeux des consoles précédentes Ouais. fonctionneraient dessus, donc pourquoi pas. J'espère vraiment que ça. Oui, j'aimerais beaucoup rejouer à Tobal 2, moi. Il y a d'autres jeux anciens de la PlayStation. Donc ouais, ça m'intéresserait ça. Ah, Tobal 2, le best du best, monsieur. Et oui. Eh oui. Et Tobal 2 n'est jamais sorti chez nous, voyons. Comment tu vas y jouer sur ta PS5? Bah, parce qu'elle sera dézonée. Tu crois? J'espère. Non, elle sera dézonée pour les jeux PS5, mais pas pour les jeux PS1. J'espère pas. Ah. Ah, ce moment de silence absolu. Eh oui. Non, moi, si j'ai un conseil à vous donner pour la PS5, on fait une petite aparté, achetez une version Japon. Peut-être. On verra. Voilà. On verra. Et donc, après Infinite World, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Parce que c'est vrai que je suis désolé, on n'a pas beaucoup de choses à dire sur Infinite World, on y a peut-être moins bien joué. Burst Limit peut-être? Ou il y avait un autre jeu auquel tu pensais, Dr. Wechi? Alors moi, je pense aux jeux PSP, les deux... Ah, pardon, bah oui, évidemment. Les Shin Évidemment. Budokai. Qui ont eu beaucoup de succès sur PSP d'ailleurs. Ah oui, ça a très bien marché. Hein. Les deux, hein, de toute façon. Le premier et le deuxième ont très bien marché. J'ai les deux et ils sont très très bons, effectivement. La maniabilité d'ailleurs était tip top, franchement, pour un jeu sur console portable comme ça. Ouais, c'était la même chose. Franchement, c'était tout autant kiffant. Tu pouvais jouer à Budokai partout. Et puis t'avais ce mode histoire où t'avais Trunk, le Trunk du futur dans son monde. Attention, qu'est-ce qui se passe? Ce qui a donné lieu à pas mal de. Mais ça, c'est dans le 2, c'est dans le 2, parce qu'en fait, en Europe, c'est sorti sous le nom Another World, oui, Another ça, Future, ouais. comme ça. Oui, c'est dans le 2. Donc t'avais le Babidi du futur, t'avais, ouais, c'était pas mal. Et dans le 1, tu avais déjà deux personnages bonus, tu avais Paikuan
et Janemba qui était disponible. Qui était vraiment qui était inédit par rapport à ce qui était sorti. La première fois qu'il apparaissait dans un jeu vidéo. En tant que personnage dans un jeu de combat, j'imagine, mais oui. Ouais, en tant que jouable, oui, c'était la première fois. Oui, la première fois. Donc, jouable, oui. Parce que c'est vrai qu'on avait toujours Gogeta, bah oui, mais si on pouvait avoir son adversaire, ça serait pas mal. Et ça, on nous a écoutés. Et... Alors, je sais pas s'il est sorti avant Tenkaichi 1 ou. Je sais pas dans Janemba s'il est apparu dans Tenkaichi 1 ou si c'était dans Tenkaichi 2, je ne sais plus. Alors pour moi, Shin Budokai, il est sorti en 2006, peut-être 2005, 2006. C'est quand même fou ça, leur truc au Jap de mettre des personnages sur les jaquettes ou quoi qui seront pas jouables. Charnal qui disait tout à l'heure les personnages en fond sur Budokai 1, c'est ça? Ouais, c'est Budokai 1. Et par exemple Janemba sur la jaquette du 3 quoi. Tu sais, t'as que 3 persos donc tu te dis, allez, ils seront jouables quand même. Et... c'est n'importe quoi. Enfin, sur la jaquette de Budokai 1, c'était la jaquette européenne. Hein. C'était pas la Jap. Oui, je parle de l'européenne, pareil pour le 3. Hein, ouais. Après, bon, c'est vrai, ça a été validé sûrement par les Japs, mais c'est pas les Japs. C'est obligé. À ce moment-là, ils n'étaient pas encore si regardants par rapport à... Oh, je sais pas, hein. Je pense que... pas qu'ils s'en foutaient, mais voilà. Bah, disons aussi, je pense qu'il y a une... au niveau de la jaquette du 1, de Budokai 1, européenne, je pense qu'il y a il y a un aspect, j'ai envie de dire, marketing dessus. Et... au niveau de Dragon Ball Z et de la vision de Dragon Ball Z qu'avaient les fans de l'époque, qu'est-ce qui était populaire? C'était vraiment tout ça, c'était Mister Satan, c'était, on va dire, tous les produits qui étaient sortis en dernier depuis le Club d'eau. Donc c'était les VHS avec la fin, c'était le film 2, c'était, tu vois, tous ces trucs-là. Tout ce qui rappelait Dragon Ball Z à cette époque-là, en 2002, c'était ça. Et je pense que l'idée marketing de cette jaquette, c'était de remettre en avant ces trucs-là, donc c'est-à-dire de mettre Mister Satan, de remettre du Yamu, du Spopovich, de tout ce que tu veux, quoi. Je sais pas, ouais, moi je trouve qu'elle fait très Club Dorothée, très des mangas, Dorothée Magazine, cette jaquette, je sais pas quand je la revois maintenant. Ouais, et puis t'as avec le Goku avec son bâton là, en face. Mais ça, l'illustration est sympa, mais bon, on sait de quoi elle est tirée, de quelle illustration originale elle est tirée. Oui, mais si tu veux, c'est une illustration que tu avais sur le site officiel de base. D'accord. Alors je sais plus si c'était dragonball.fr ou enfin c'était vraiment le site officiel français que tu avais vraiment tous ces artworks. Salopard. Et je pense que c'est les seuls visuels qu'ils pouvaient utiliser en Europe pour des produits destinés à la vente, tu vois. Je pense que à l'époque ils étaient peut-être limités en termes d'artwork, ils pouvaient pas non plus tout prendre, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, voilà quoi. Donc les jeux, en tout cas sur PSP, donc comme on le disait, ils étaient très bons. Ça reprenait donc le système des Budokai. Je pense qu'il y a plein de choses à dire. Peut-être qu'on oublie en tout cas sur ces jeux, mais le mode histoire était très intéressant autour de Trunks. Enfin moi, c'est plus le 2 qui m'a marqué, comme vous pouvez le voir. Malheureusement, avec maintenant les forums ou même le wiki américain, j'ai vu à quel point ce jeu est devenu canon en fait dans le sens des fans. Donc moi, je m'en fous qu'il soit canon ou pas. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai beaucoup de fiches sur le wiki avec Babidi du futur. Il n'existe pas. Ah, si, sur PSP, il existait. Bon, maintenant, peut-être qu'avec Dragon Ball Super, depuis, il existe. Mais c'est vrai que ça a entraîné moult débats, en tous les cas, parce qu'il semblait effectivement cohérent que Babidi puisse exister dans le monde de Trunks. Mais dans le 2, dans Shin Budokai 2, enfin Another Future ou World, je sais plus, tu avais bien sûr Gwen du futur qui était jouable. Ah oui, grande nouveauté ça aussi. Et tu avais une feature spécifique justement à ce jeu qui était... en fait, tu avais une caméra qui était décalée. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Et que dans les options, tu pouvais remettre de face. Si jamais ça te gênait, tu vois. Ils avaient fait une espèce de feature, je sais pas si tu te rappelles de ça. Ah non, ça me dit rien là-dessus. J'ai oublié. Bon. Moi non plus. Et pareil alors, je vais faire une petite aparté. Dans Tag Team Battle, tu avais aussi une feature comme ça qui était décalée, enfin au niveau de la caméra. Et ils avaient fait ça vraiment dans Another World. Alors je crois que c'est vraiment au niveau de ils avaient fait une espèce de vue de derrière en fait. Mais pas vraiment complet, c'était un truc à 45 degrés, tu vois. Je sais pas si tu te rappelles de ça.
Ah, oui, ça me dit quelque chose, ça, ouais. Ouais, Et, c'est vrai. et ça, c'était dans le 2. Ouh. D'accord, d'accord. Ah, je suis désolé, mes souvenirs là sont un peu. Ah. Voilà, c'est pas le jeu auquel j'ai le plus fait, mais je vois un peu de quoi tu parles, ouais. Et donc, bah, il reste encore un jeu. Burst Limit. Encore 2 alors. Ah, lequel autre? Ah bah, le jeu tiré du film que tout le monde préfère. Oh, Dragon Ball Evolution. Et oui. Ah, bah tiens. Donc, tout le monde a craché sur ce jeu. Et en réalité. En réalité, bah, quand tu joues à ce jeu, Ouais. tu joues à Shin Budokai, quoi. C'est exactement le même. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, on l'a tous craché dessus, mais en fait, il pourrait être amusant à jouer si t'avais pas les personnages ne ressemblaient pas aux personnages des films. Voilà, c'est exactement ça. En fait, c'est dingue. le gameplay, c'est exactement le même que Shin Budokai, c'est juste les skins qui changent. Donc ça, c'est dans la tête, les mecs. Vous pouvez jouer à ce jeu si vous voulez, ça peut être votre plaisir coupable, j'ai envie de dire. Mais il n'est pas si mauvais que ça en termes de gameplay. Après, bon, l'histoire, c'est autre chose. Voilà, est-ce que vous avez autre chose à dire sur ce jeu? Bah, ça fait très Tekken du coup. Ouais, c'est vrai, il y avait un côté Tekken, ouais. Je suis d'accord Ouais. avec toi. Après, ce qui était peut-être un petit peu chiant pour ce jeu, c'était genre le 4x4 qui arrivait d'un côté. Je crois que c'était Yamcha qui avait ça. Ah. T'avais ou Bulma, je crois que tu pouvais jouer Bulma et t'avais un 4x4 qui arrivait, à t'envoyer un 4x4 sur la gueule et tout, en technique, des trucs comme ça, tu vois. C'est quand même fou parce que t'as juste à changer la gueule des persos et ça aurait pu être un jeu encore mieux, quoi. Bah, il est pas si. Bah, j'ai jamais joué, hein. J'ai vu vidéo, mais il avait pas l'air dégueu, quoi. T'as juste à changer vraiment leur design et ça change carrément. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ah là 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 là. Et puis ensuite, effectivement, bah, on a eu le fameux Burst Limit. Et Le Burst fameux- Limit, il a cette particularité, c'est qu'il a beaucoup déçu. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que Dims avait préparé, il avait préparé en plusieurs années ce jeu et en termes de contenu, bah oui, le jeu avait pas mal déçu en fait. Par rapport à ce qui arrivait. Moi, je sais que quand il est arrivé, le gameplay m'avait assez déçu. Par exemple, il y avait des strikers dans Burst Limit et la manière dont ils intervenaient, bah, j'aimais pas du tout l'effet en réalité. J'aimais pas trop ça. Alors, je sais que je l'ai boudé à l'époque, mais aujourd'hui, je le regrette un peu parce que je l'ai un peu réhabilité sur le tard. Déjà, graphiquement, pour moi, c'était le plus beau jeu de la PlayStation 3, enfin, sur Dragon Ball, évidemment. Pour moi, total. c'était. Même encore aujourd'hui, je trouve qu'il vieillit extrêmement bien. Il y avait un côté sur les impacts, sur les personnages, quand ils se prenaient des coups, tu avais des réactions sur les visages. C'est là où tu te comprends que oui, ils pouvaient pas dire ça ils pouvaient pas faire ça surtout sur une quarantaine de personnages, donc ça, c'était pas possible. Les cheveux des Super Saiyans, c'était vraiment magnifique, Aussi. franchement. Après, c'était quand même moins dynamique. Il y avait une Au forme niveau de du gameplay, dynamisme, je mais trouve. elle était différente. C'était à moitié dynamique, mais c'était lourd en même temps. Je saurais pas vraiment l'expliquer, Ouais, en fait. peut-être. Ouais, enfin pour ma part, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Non, moi c'était ouais, c'était vraiment un jeu très beau. Moi je l'ai eu très tardivement parce qu'en fait la PS3 je l'ai pas eu tout de suite. La PS3 je l'ai eu à la sortie de MGS4 en fait. Donc dès que j'ai eu MGS4, je crois que mon deuxième jeu que j'ai eu c'était Budokai, enfin Burst Limit quoi. Donc c'était en 2008 je crois. Donc j'avais à peu près presque 2 ans de décalage par rapport à la sortie du jeu quoi. Mais c'est vrai que c'est un des premiers jeux que je voulais tester quand j'ai eu ma PS3 quoi. Et ouais, donc un jeu très très beau, mode histoire qui était complet mais peut-être un peu mal amené, et le gameplay horrible quoi. C'était, on était perdu quoi. C'était les assists etc. C'était mal géré. Ouais, le côté des assists, c'est vrai que ça faisait très cheap pour moi, ouais. J'aimais pas des masses.
Donc c'est assez compliqué d'y rejouer aujourd'hui. Même si tu vois les graphismes, si t'as vraiment envie d'y jouer. Même l'intro du jeu, quoi. Je suis désolé, la chanson, elle est au top, quoi. Ah, elle était super. Elle était énorme, quoi. Elle était super. Mais Génial. avec le recul aujourd'hui, c'est vrai que j'aime beaucoup plus le jeu qu'à l'époque. À l'époque, c'est vrai que je voulais vraiment pas réentendre parler des Budokai. J'avais bien aimé les Budokai, attention. C'est juste qu'ils me correspondaient beaucoup moins qu'avant, quoi. Et ouais, donc du coup, j'avais un peu boudé tout ce qui était Dimps derrière, sans parler de leurs excellents jeux sur Sanseiya derrière, et de leur excellent Yu Yu Hakusho. Donc pour moi, Dimps, ouais, il me décevait de plus en plus malheureusement. Mais à côté de ça, je reconnais volontiers qu'aujourd'hui, bah, je me suis un peu fourvoyé sur les jeux Dragon Ball, les Infinite World et Burst Limit. Je pense que c'était de meilleurs jeux que je ne voulais le croire à l'époque. Et je l'ai un peu regretté. Et du coup, je me suis beaucoup mieux amusé avec Burst Limit par la suite. Ouais. Après, ce qui m'avait déçu à l'époque dans Burst Limit, c'était aussi les menus. Je les ai trouvés très pauvres. C'était mal fini. C'était. Ouais. Ça ne pourra pas être pire qu'en Raging Blast 2. Raging Blast 2, non, on en reparlera plus tard de Raging Blast 2. On fera un podcast Raging Blast, voilà. vous en faites pas. Si vous voulez. Mais moi j'adore Raging Blast, attention. Mais c'est vrai que les menus de Raging Blast 2, quand tu apprends par l'un des comités managers de Bandai Namco qu'en fait, ils n'ont pas eu le temps pour faire le menu. Bon bah ok. Bon, voilà, c'est la petite aparté Raging Blast. Très bien. Bon bah voilà, on a fait le tour. Est-ce qu'il y avait d'autres jeux? Je me rappelle pas. Bah écoutez, je crois, messieurs, que nous avons fait le tour des jeux Dimps. Alors évidemment, Dimps, ils ont fait autre chose après. Ils ont fait Dragon Ball Heroes, ils ont fait les Xenoblade, Xenoblade, Xenoverse. Xenoverse et Xenoblade. N'importe quoi, j'ai ce moment d'absence. Donc voilà, donc c'est un peu des personnages, les Yes Man de Bandai Namco sur la licence Dragon Ball. Aujourd'hui, je pense que Xenoverse n'est pas encore totalement terminé puisqu'il y a encore pas mal de DLC derrière qui sont toujours d'actualité, malgré le fait qu'il y ait Fighter, malgré le fait qu'il y ait encore qu'il y ait Carotte aujourd'hui. Donc voilà, donc Dimps sont d'importants acteurs sur la licence Dragon Ball. L'histoire montre qu'ils sont devenus, je pense, beaucoup plus importants que Spike Chunsoft sur la licence Dragon Ball, qui eux maintenant officient beaucoup moins sur Dragon Ball, et avec le dernier Jump Force qui malheureusement n'était pas génial. Bah voilà, c'est assez triste pour eux. Mais bon, ceci est une autre histoire. Oui. Et après, bien sûr, il y a eu Super Dragon Ball Z qui est sorti, mais bon, je pense qu'on en reparlera dans un autre podcast. Hein. C'est un épisode qui avait déçu certains fans, mais qui était quand même assez sympa aussi. Ah, pour moi, c'était en termes de décor Dragon Ball dans un jeu vidéo, je pense qu'elle a là mes décors favoris sur un jeu Dragon Ball. C'est vraiment dans Super Dragon Ball Z à la Shu Dragon Ball Z. Pour moi, les décors, c'était magnifique. Ah, les décors, ils étaient magnifiques. Et puis à la fin, les temps de chargement, enfin, tout respectait le manga en fait. Ce jeu, c'était une sorte d'amour au manga d'Akira Toriyama et non pas au dessin animé. Ce qui était donc très différent comme résultat. Oui, il me semble d'ailleurs que tu avais les skins du manga dedans. Oui, tout à fait. Et c'était vraiment les couleurs faites pour dire, regardez, c'est le manga. Malheureusement, avec une vingtaine de personnages, mais avec des personnages rares, comme Shishi, comme le costume de Gohan avec la Z-Sword. Enfin, t'avais des trucs assez rares que tu n'avais peut-être pas revus depuis. Mais voilà, malheureusement, le destin lui a été fatal. Après, niveau gameplay, c'était vraiment pas fou. Hein. Alors, la gestion des sauts de ce jeu n'était pas complètement fou, je suis d'accord. Et puis le côté, les Kamehameha que tu rentrais, j'aimais pas les masses. Moi, j'avais du mal. C'est dommage parce que le c'était vraiment, comme tu disais... Ouais, aussi. Dis-moi. Non, vas-y. Non, juste l'aspect visuel, comme tu disais, c'était vraiment full manga. Tu donnais des coups, t'avais les onomatopées comme dans une bande dessinée... Dans les sélections, dans les menus, je sais plus, à un moment, je sais que t'avais Goku, Frieza qui se regardent, c'est une couverture de... t'avais plein de trucs comme ça, c'était vraiment, je pense, un gros clin d'œil, vraiment une déclaration d'amour au manga.
totalement. T'avais aussi les covers des tankobon originales, des tomes originaux. Un petit peu, ça reprenait les couleurs dans des temps de chargement ou je sais plus trop. Et non, c'était bien fait. Mais après, niveau gameplay, c'était pourri. Hein. Quoi, Bah, ça restait un jeu d'arcade, et à l'époque, enfin, je crois que c'était les mecs de Street Fighter 2 qui avaient bossé dessus. Il me semble que c'était le papa de Street Fighter qui avait travaillé dessus. Et c'est vrai qu'au niveau gameplay, c'était assez proche d'un Street Fighter 2, justement. Et c'est vrai que bah, tout ce qui était Street Fighter, c'était un petit peu passé de mode quand tu avais eu les sparking, etc. Donc c'est vrai que on te sort un jeu comme ça, tu vas dire je vais pas jouer à un jeu d'arcade, il y a pas beaucoup de persos, puis c'est pas l'animé, c'est le manga, ça peut décevoir un petit peu quoi. Je peux comprendre aussi du côté des fans, mais ça reste un bon jeu d'arcade que tu pouvais jouer chez toi à la maison sur PS2 quoi. Je me demande si ce jeu serait devenu culte s'il était sorti avant Budokai 1. Je me pose vraiment la question aujourd'hui. Si c'est pas le contexte qui l'a brisé. Je pense que... Peut-être aussi, ouais. Je pense que si. Moi, c'est vrai que je suis d'accord avec Kokujo sur quelques points. C'est que le gameplay, la gestion des sauts, par exemple, je trouvais ça un peu ridicule. Je trouvais ça pas terrible et surtout assez lent, en fait. Ah oui, c'est pas du Dragon Ball. Voilà, tu peux pas faire ça. Les décors, j'ai trouvé très beaux, mais c'est vrai que, par exemple, le ring du Tenkaichi Budokai, bah, en fait, tu pouvais sortir dessus, il se passait rien. Bah, il était même transparent des fois. Ouais, il était transparent. Et je crois même que tu pouvais aller pas, presque dans le public. Oui, le stade était vide pour info. Ouais. Mais c'était rigolo, quoi. Je m'étais amusé à faire des petits trucs comme ça. Mais ouais, le niveau gameplay était malheureusement pas fou, c'est clair. Mais t'avais des stages inédits. T'avais le stage le roi Emma, dans l'au-delà, par exemple, alias le roi Yama dans la VF. Mais t'avais 2-3 petits trucs qui te faisaient dire ah ça je l'ai pas eu ailleurs, donc c'était pas mal quoi. Et puis tu avais les finishes, enfin les Dragon Finish que je crois que ça s'appelait. Ouais. Où tu avais les transformations, etc. T'en avais 2-3 qui étaient impressionnantes, mais bon, enfin ils m'avaient pas marqué de ouf malheureusement. Alors après, ce qu'il y a eu, alors je vais un peu m'étoffer sur ce jeu parce qu'on est là-dessus. Si jamais il y a des gens qui veulent en reparler en podcast, sur d'autres podcasts, et bien sûr on développera à ce moment-là. Mais sur ce jeu, il y avait pareil aussi des différences selon la région dans laquelle tu l'as acheté. Donc en version japonaise, tu avais quand même 2 remixes de BGM de la série intégrés au jeu, qui ont été enlevés bien sûr dans la version européenne et US. Et tu les entendais justement dans les stages. Alors, tu avais un mode bonus, enfin pas des modes bonus, tu avais le mode arcade, tu avais un autre mode, et tu avais un mode où tu pouvais développer ton personnage. Et je crois que c'est tous les 3 niveaux, tu avais un boss qui apparaissait. Et quand ce boss apparaissait, tu avais justement cette BGM reprise de l'anime en mode remix que tu entendais. Et ça alternait selon le boss que tu avais, quoi. Et dans la version européenne, ça a été coupé. Ils ont fait un remix alternatif de ces remix. Du coup, ça ressemble, mais ça ressemble pas du tout, etc. Et c'est un peu dommage que finalement on l'ait pas eu. Et donc, si jamais si vous voulez acheter ce jeu, moi je vous conseille la version Jap. Comme ça, vous aurez au moins ces 2 musiques, quoi. Le conseil a été entendu. Voilà. Et aussi, il y avait une petite astuce pour mettre le jeu en 60 Hz. Ah oui, c'est vrai, on avait le jeu en 50 Hz en France, merde. Et avec les 4 boutons du haut dans le menu, je sais plus quel menu, quel écran, je sais plus, tu pouvais activer le mode 60 Hz. Et je crois que tu avais la même chose dans Budokai 3 ou 2. Ou alors c'était dans les Sparking peut-être, je sais plus. Enfin, je sais que quand tu maintenais les 4 boutons, tu pouvais activer le mode 60 Hz. Sur certains jeux DBZ. C'est pour ça. Et oui. Et ben voilà, bah écoutez messieurs, je pense qu'on a fait le tour sur les jeux DIMS, bon avec un petit bonus à la fin comme vous avez pu le voir. Oui. Voilà, un petit bonus, voilà. Et si vous avez envie qu'on reparle des jeux de combat, parce que c'est vrai qu'avec le Dragon Ball Z Kakarot, bon, on s'est dit, allez, un petit jeu de combat, pourquoi pas, ça ne nous fera pas de mal, d'autant que je n'étais pas dans le dernier, donc voilà, c'est parfait comme ça.
Et puis même Fighters, hein, de toute façon. Et puis, si vous voulez qu'on parle d'un jour de Fighter, que vous puissiez voir à quel point je suis nul à Fighter et à quel point vous voulez voir Dr. Echi est si fort, bah écoutez, n'hésitez pas, on fera un petit versus pour que je puisse me ridiculiser, et puis on fera ça. Si fort. On pourra le streamer, y a pas de souci, hein, si vous voulez faire. Mais je suis tellement jaloux quand je vous vois avec vos combos aériens que je n'arrive jamais à faire, et j'ai envie de péter des manettes quand je vous vois, mais ça m'énerve. On fera une session training si tu veux. Ah, je sais vraiment pas faire ce putain d'enchaînement aérien, et ça m'énerve, et j'en suis très malheureux. Bref, vous m'aurez compris, vive Fighters. Bah écoutez, on se donne rendez-vous pour un prochain podcast de Dragon Ball, donc n'hésitez pas si vous avez des idées bien précises, et puis nous, bah on verra ce qu'on peut faire de notre côté. Voilà. À bientôt. À bientôt tout le monde. À bientôt les Saiyans. Ciao. 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 Dragon, come get me!